Puis moi, je suis en panique. Puis il me dit, Nick, je t'en dois une, on va aller gagner le match. Puis au final, triple OT, puis c'est Xavier Gervais, notre field goal kicker, avec moi qui hold, qui fait le kick de la victoire. Quelle soirée à Lennox. Nicolas Pierre-Mars, t'es cofondateur du podcast Sans Stress, animateur sportif et ancien receveur étoile des Gators de Bishops. Ma mère m'inscrit à ça, puis elle me dit, regarde, le foot, le basket, une affaire, là, va jouer. Et c'est là que j'apprends vraiment le foot et je tombe en amour avec le foot. T'as choisi l'université Bishop. Pour quelle raison? Va à l'endroit qui te veut le plus. Moi, c'est ce que je dis. Puis pas te promet le plus. Bishop avait probablement plus besoin que moi que les autres équipes à l'époque, que c'était une belle opportunité d'avoir une opportunité de jouer, mais surtout, humainement, j'avais beaucoup connecté avec les gens. Tu sais, moi, au final, j'ai pas joué pro comme 95% du monde, là. Puis j'ai joué toutes mes snaps football universitaire, man. L'an dernier, t'as décidé d'aller en Europe. Moi, puis lui, on avait ce débat-là sur le podcast. Mettons que tu prends les champions de la Coupe Vanier puis les champions de l'ELF de l'an dernier. Je pense quand même qu'il y a un petit avantage aux champions de la Coupe Vanier. C'est quoi la vision? J'aimerais vraiment ça. Je vais le dire sur le podcast, c'est concret. En 2028, si je peux être aux Olympiques pour commenter le flag football. Destroying faisait son one-on-one à Londres. Léo tear son ACL à ce moment-là. Fait qu'il pouvait pas participer lui-même. Ben moi, puis ça donne qu'on était en bye week avec Bishop. Hey, peux-tu prendre un avion demain? On s'en va one-on-one de Destroying, tu participes, puis après on s'en va à la game NFL à Londres, on va faire une vidéo YouTube. Pouah, j'appelle Shérif. Donne-moi 30 secondes de ton temps. J'ai 2 choses importantes à te dire. Premièrement, je vais prendre le temps de te remercier d'être là à tous les vendredis, d'écouter mon show. Ça représente le monde pour moi, j'apprécie énormément. C'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. Deuxièmement, en parlant de rêve, c'est un rêve qui fait juste commencer. Donc, si tu es nouveau ici, s'il vous plaît, fais comme les 27% des gens qui me suivent sur cette application-là et abonne-toi. Voici ma promesse envers toi. Je vais tout faire en mon pouvoir pour rendre ce show-là le meilleur possible maintenant et dans le futur. Je vais aller chercher les invités que vous voulez avoir sur le podcast, que vous voulez entendre, et je vais continuer à faire ce que vous aimez tant du show du vendredi. Sur ce, dans ma chambre d'étudiant, merci. Puis des belles rencontres. C'est ça qui est cool aussi. Le nombre de personnes que tu as rencontrées en salle. Ben oui, c'est des fous conversations. Le nombre de fois que je suis comme, ah ça, oui, je l'ai appris en parlant avec quelqu'un. Ah, mais non, c'était sur Sans Stress. Mais tu sais, je fais même pas la déconnexion entre on est sur un podcast ou c'est une vraie conversation. J'ai vraiment l'impression que je parle aux gens, tu sais. Puis ça se sent, l'audience. Le premier conseil que j'ai eu quand on a commencé Sans Stress, en fait, le premier compliment que j'ai adoré quand on a commencé Sans Stress, c'était j'ai l'impression d'être like a fly in the wall, puis d'écouter deux bons amis parler. Puis que je suis là, je suis avec vous dans le salon. Puis ça, j'ai dit, OK, on a de quoi? On a quelque chose. Ouais. Fait que... Les premiers commentaires sont tellement satisfaisants. Oh mon Dieu, ben oui. C'est hot. Attends, il y a du monde qui m'écoute. Moi, c'est quand, jusqu'à aujourd'hui, si je me fais arrêter par quelqu'un, hey, c'est toi le pote de foot? Je fais genre, tu dirais, ben là, Nick, ça fait 3 ans, tu t'es fait arrêter une couple. Je fais, pour de vrai? T'écoutes le pod? On dirait que j'y crois pas qu'il y a du monde derrière les chiffres, genre du monde tangible. Donc ça, c'est très cool. Puis devant ma maman, ça, c'est vraiment cool quand je vais faire arrêter. Ouais, elle est comme mon nice. Ça m'est pas encore arrivé devant mes parents, moi, mais ça m'arrive. Ben oui, c'est sûr. Ça m'arrive. Puis c'est hot, là. Moi, je suis comme, mais voir que j'ai des gens qui... C'est sûr que, tu sais, j'étais à Sherbrooke, j'enregistre à Sherbrooke, puis tu sais, oui, il y a un écosystème ici. Oui, c'est ça, exact. Il y a un écosystème. Ben oui. Je pense pas que si je vais à Montréal, je vais me faire... Peut-être que si je suis dans l'écosystème qui ressemble un peu à ce que je fais dans mon pod, peut-être que je vais me faire reconnaître. Ben oui, absolument. Mais à Sherbrooke, je me suis fait reconnaître quand même plusieurs fois. C'est sûr. J'étais allé à la game de volley, justement, l'autre fois. Je me suis fait reconnaître par un gars. Ouais. Fuck all, le gars, il disait, je suis un gars de Gatineau. Je suis venu voir ma blonde être à Sherb, genre. Je dis, je vais venir voir la game de volley. Puis je te croise. Ben oui. Je suis comme, what? Il dit, j'aime ton pod, je l'écoute. Ça te motive pour 2 mois encore. Ouais, je trouve ça vraiment sick. Je te file. Puis moi, il y a une chose. Puis là, on enregistre ça. Bon, tu sais, j'ai pas encore fait de mon intro, tout ça. T'inquiète. Au pire, aller. Je checkerai si je le garde ou je le garde pas. Je trouve ça intéressant quand on en parle. Mais moi, il y a une chose qui me tient énormément à cœur. C'est quand quelqu'un vient me voir puis me reconnaît, je vais tout le temps prendre le temps de me tourner, de lui parler, de lui demander son nom. Absolument. Genre, pour moi, c'est hyper important. Faut que tu mettes un visage, puis il faut créer une relation avec ces gens-là. Comme. Absolument. Je trouve ça hyper important. Tu sais, je sais pas. Moi, si je tournerais la médaille, comment je voudrais être traité? Probablement de cette façon-là. Fait que, tu sais, l'exemple du gars que j'ai croisé
au volleyball, j'ai pris le temps de prendre son nom, je me suis informé, j'ai dit, hey, tu viens-tu au foot l'année prochaine? Qu'est-ce que tu fais? Non, on a parlé un peu de ses plans, puis on a socialisé un peu, puis c'était juste nice de le rencontrer, tu sais. Fait que, non, c'est des beaux. Les premiers commentaires sont tout le temps le fun. Ouais, non, je suis d'accord. Puis c'est important. On n'est pas Justin Bieber. Là. Genre, le plus que je me fais arrêter dans ma vie, c'est une fois par semaine. Genre, si ça arrive 2 fois dans la semaine, je capote. Je suis comme, oh. Fait que je peux prendre le temps de dire merci. Puis deuxièmement, à quel point j'aurais l'air d'un hypocrite si, quand je suis assis sur un podcast comme le tien ou sur le mien, je suis chaleureux, je discute avec les gens, puis là, on me croise dans la rue, puis j'ai l'air bête, puis je suis comme, OK. Donc, non, c'est sûr. Puis c'est tellement satisfaisant. Le truc qui est ma passion, qui est mon petit bébé et que je travaille dessus tous les jours, tu m'arrêtes dans la rue, puis tu me dis que tu l'aimes. Ben, moi, des fois, c'est justement, je réalise, je veux trop parler avec la version. Je suis comme, OK, mais là, tu joues au foot? Non, je joue pas au foot. OK, mais comment ça, t'aimes mon truc? Ben, je sais pas, j'ai un ami qui joue au foot, puis j'aime ça. OK, j'ai la personne comme, OK, mais bye. La personne, elle voulait juste m'arrêter vite fait. Puis moi, je suis full dans la convo, fait que je te comprends à 100%. L'affaire aussi qui est le fun avec ça, c'est les relations que t'es capable de créer de ça. Je trouve ça vraiment... je trouve ça magnifique. Puis le côté... comment je dirais ça? C'est comme tu dis, le travail, tout ce que tu mets, c'est que quelqu'un qui m'arrête, peu importe comment je feel, genre, tu peux faire ma journée. Exact. 100% d'accord. Ouais. Comme t'as aucune idée. Tu sais, le feeling que toi, c'est sûr que tu l'as déjà senti, là, mais tu sais, le feeling de quand quelqu'un fait quelque chose qui est gentil envers toi ou whatever, tu te sens un peu apaisé ou t'es comme moi, mais c'est la même affaire quand tu te sens. Fait que, non. Je trouve ça vraiment cool. On start ça, mon nez. Yes, ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais, c'est ça. C'est le fun, c'est on s'est mal à l'aise. Yes. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi un premier joueur qui n'est pas professionnel, créateur de contenu, animateur de podcasts, football, Nicolas Piermas. Bienvenue. C'est vraiment cool que tu aies pris le temps de te déplacer jusqu'à Sherbrooke, partir quand même de la Rive-Nord de Montréal, venir jusqu'à Sherbrooke, qu'on prenne le temps de se jaser. J'apprécie énormément que tu aies pris le temps. J'ai vraiment hâte. Ça fait déjà 1 heure là, qu'on parle off the record, mais quelle discussion qu'on va avoir. C'est vraiment smart. Merci sérieusement d'être là. Ben, merci à toi pour l'invitation, man. Ça me fait plaisir. On disait que j'écoute ton pod là, depuis épisode 3, où je l'ai découvert. Donc, ça me fait plaisir d'être là maintenant pour épisode... plus de 44. C'est pas quand ça va, mais plus de 44. Donc, c'est le fun de voir l'évolution puis d'en faire partie. Ça me fait plaisir. Ben écoute, tu connais un peu comment ça fonctionne, mais chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Quelle introduction que je t'ai préparée? La voici. Nicolas Piermas, t'es cofondateur du podcast Sans Stress, t'es animateur sportif et ancien receveur étoile des Gators de Bishops. C'est avec les Nomades du cégep de Montmorency que tu poursuis ton parcours collégial. En 2021, tu décides de te joindre aux Gators de l'Université Bishop, avec lesquels tu vas être AUS All-Star Offensive Player, joueur offensif de l'année. Tu as une participation au East-West Bowl. Tu vas être invité au Combine de la CFL et gagnant du Lonely Bowl 2024 en 3e OT. À travers ta carrière de joueur, tu vas aussi poursuivre ta passion pour la création de contenu et de l'animation. En 2025, tu décides de traverser l'Atlantique pour aller jouer avec les Geneva Seahawks en Suisse. Aujourd'hui, tu es podcaster, animateur, annonceur et grand passionné de football. Nick Piermas, bienvenue sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement, j'ai envie qu'on retourne un peu dans le temps. J'aimerais que tu nous racontes ton histoire. D'où tu viens, comment que le football a commencé pour toi jusqu'à aujourd'hui. Ben, premièrement, merci Will. Quelle présentation. Je suis déstabilisé. Non, c'est vraiment pro ce que tu fais, c'est cool. Merci, man. J'ai commencé le football quand j'avais... Qui est la vraie histoire là, que je raconte, que je pense que j'ai très peu raconté. C'est quand j'avais 9 ans. Quand j'avais 9 ans, on m'a inscrit au Dragon de Laval, au football civil. Je sais que toi, tu as joué au football civil à Sherbrooke. Exact. Ouais, j'ai écouté ça dans l'école. Et
Et moi, j'étais un gars de basket. Moi, j'adorais le basket. Ma mère m'avait inscrit très, très tôt. Là, j'avais 6 ans, un truc de basket de la ville, mais initiation au basket. Mais pour moi, c'était le Super Bowl. Tu comprends, cette initiation au basket. Moi, j'y allais pour gagner. Et de là, je suis allé à une école primaire, éventuellement, qui avait du basket, équipe de l'école. Donc, moi, depuis le primaire, je joue pour l'école. C'est un truc que je trouvais très cool dans la structure scolaire. Et à côté de ça, j'avais un ami à l'école que lui jouait au football. Puis c'est sûr qu'en grandissant, moi, je regardais la NBA à la télé, puis genre le Super Bowl. Donc, c'était les deux sports qui m'intéressaient. Ma mère m'a inscrit pour le football de la ville. J'ai détesté ça. J'étais... No way! Oh my God, j'étais tellement poche, man. J'étais nul. On me mettait... Tu sais, à cet âge-là, si on te met genre the end, corner, déjà, c'est suspect. Genre, t'es the end, puisqu'on dit, hey, cours tout droit. Puis on me mettait corner, on disait, ah, va deep. Mais comme, on lance pas la balle à cet âge-là. Puis je suis the end, puis moi, j'ai toujours eu la carrure que j'ai aujourd'hui, là, donc ça faisait pas de sens que je sois the end. Donc, j'ai joué cette saison-là. J'étais numéro 69, mais c'est pas moi qui ai choisi. Tu comprends? Pourquoi je suis numéro 69 à DB? Tous les signes étaient là du fait que j'étais pas bon, mais je réalisais pas. Ma mère connaissait pas plus le foot que ça, elle m'avait inscrit et tout. J'ai pas aimé ça. J'ai dit, je rejoue plus jamais au foot. Et long story short, en sortant du primaire, on m'inscrit au secondaire où ma grande sœur allait. Puis on me dit pas nécessairement, tu sais, tu suis ce que tes parents disent et tout. On me dit pas qu'il y aura pas de basket à cette école-là. Moi, je ne demande même pas vraiment. J'assume qu'il va y avoir du basket. J'ai joué au basket toute ma vie à l'école. Et au final, 2 semaines avant qu'on rentrait en secondaire 1, il y avait les inscriptions pour le foot. Et longtemps avant, il y avait les inscriptions pour le foot, mais 2 semaines avant, les joueurs qui s'étaient inscrits au foot pouvaient se présenter à l'école. On avait un camp de 2 semaines avant que l'école commence. Ma mère m'inscrit à ça, puis elle me dit, regarde, le foot, le basket, c'est une affaire, là, va jouer. Et c'est là que j'apprends vraiment le foot et je tombe en amour avec le foot parce que pendant 2 semaines, tu sais, au collège Régina Assumpta, qui n'a plus de football aujourd'hui, juste du flag, dans Antique Quartier-Ville, une école privée, mais très classe moyenne. Beaucoup d'enfants issus de parents qui sont issus des immigrations de 2e génération, 3e génération, des immigrants de 2e ou 3e génération, ou des enfants d'immigrants, qui sont en classe moyenne, mais qui se disent, hey, je pense que mon enfant pourrait, si je lui donne cette école-là, ça pourrait l'aider dans sa carrière, dans son parcours. Donc, pas nécessairement des gens qui sont très football. Et les coachs à l'époque le savaient. Et donc, ce camp de 2 semaines, c'était les 3 premiers jours, on était dans une classe, puis on apprenait le foot. Genre, voici les dimensions du terrain, voici les règlements. Moi, je m'y connaissais quand même, mais tout plein de jeunes avec moi, d'origine marocaine, algérienne, haïtien, moi, je suis moitié haïtien d'ailleurs, italien, grec, qui connaissaient pas le foot. Il y avait 2 gars dans l'équipe qui avaient déjà joué au foot, puis c'était 2 petits Québécois, justement, tu vois. Puis eux, c'était comme nos capitaines la première année et tout. Et c'est Alexandre Desjardins, qui aujourd'hui il était le coordinateur offensif de Grasset. Là, maintenant, il est rendu, il aide comme assistant offensif parce qu'il a accepté le rôle de coach en chef de Team Canada Flag Football féminin. No way! Ouais, Nice. c'est notamment lui qui a parti la ligue de flag football universitaire féminine qu'on connaît aujourd'hui. Yo, ça, c'est hot. Au Québec. Donc, c'est lui qui m'a appris le foot. Je lui donne tout son crédit. Puis c'est ça. C'est parti de là. Après, j'ai joué secondaire 1 à 5. Puis le foot est devenu comme trop grand dans ma vie, là, selon ma mère. À l'époque. Ouais, c'est devenu mon truc principal. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont switché à l'offensive après? Ah oui, c'est ça, excuse. Mais oui. Fait que quand j'arrive à Régina Assumpta, encore une fois, je suis DB. Je joue DB pendant les 2 premières saisons. Puis à la fin de la 2e saison, c'est une drôle d'histoire, je me chicane avec le corps arrière de l'équipe, qui était le fils du coach en chef. Pas Alexandre Desjardins, mais Alexandre qui était notre aussi. Puis le coach en chef, en gros, il a dit, garde, vous deux, vous êtes importants pour l'équipe, vous êtes 2 têtes fortes, vous allez être amis, là, ça va pas se passer comme ça. Nick, tu joues receveur. C'est le QB, fait que tu vas jouer receveur, puis là, vous allez arrêter de vous chicaner, mettons. Puis fait que de là, t'es devenu receveur. De là, je suis devenu receveur. Puis je voulais pas du tout jouer receveur. J'étais vraiment fâché de ça, là. Moi, dans ma tête, j'étais Asante Samuels. Je sais pas si tu te rappelles, c'est qui. C'est vieux un peu, mais c'était un DB des Eagles qui avait un highlight spécifique où il plaquait vraiment fort, sans aucune... pas de forme, là, il plaquait avec sa tête et tout, puis moi, j'essayais d'émuler ça à l'époque. Ah, c'est fou, man, que ça a parti d'une chicane. Ouais, d'une chicane avec le QB. Là, j'ai intercepté, j'ai lancé la balle sur lui. Tu connais, là. Ouais, classique. Aïe, c'est hot. Ton collège que t'allais, Régina Assumpta, c'est du latin. OK. Je peux pas te dire ce que ça veut dire. Mais, ouais, collège Régina Assumpta à Antique. Ah, c'est à Antique? Ouais, Antique Quartier. Ah, OK. Ouais. OK, fait que c'est sur l'île de Montréal. Exact. OK. Ah, nice. T'es quoi ton origine? Tu dis haïtienne? Ouais, c'est ça. Ma mère est haïtienne, mon père est québécois. OK. Donc, je suis moitié-moitié. Ouais, très hot. Choisis Montmorency par la suite. Ouais.
C'est pour quelle raison tu as choisi Montmorency? Ça aussi, c'est une drôle d'histoire. En fait, malgré tes grandes recherches, ça aurait été presque impossible à trouver parce que j'en parle pas beaucoup. Je suis allé à Vanier avant d'aller à Montmorency. Puis j'ai joué 3 ans à Vanier. Ouais. OK, veux-tu savoir un fun fact? Ouais, dis-moi. Sur ton huddle, t'es encore à Un Vanier. Vanier cheetah? Bon, ben voilà. J'étais comme pas sûr, là, Non, je comprenais pas. Là, j'étais comme, j'en parlerai pas. T'inquiète, c'est comme moi qui fais du contenu sur Internet, puis tout ça, donc c'est pour ça. Mais en gros, en sortant de Regina Sumta, j'ai fait les tryouts de Team Québec, ou vers la fin, là, je me rappelle plus exactement t'es quand dans le processus scolaire à ce moment-là. Puis je me suis rendu jusqu'au dernier camp, là, qui à mon époque était à Rigaud, je sais plus c'est rendu où. Là, on te donne l'équipement, tu fais comme partie de l'équipe, puis au final, il reste comme 5 cotes. Genre, puis les 5 gars qui se font cut, ben eux, ils prennent pas l'avion. Mais t'as quand même le gear, puis genre, le tax refund, que ma mère avait apprécié le tax refund à l'époque. Anyway, c'est tout ça pour dire, à ce moment-là, je pense que je commençais à avoir un peu plus de visibilité. Parce que Regina, c'était on jouait en je sais pas, secondaire, division 2B, école privée. Il y avait même, on comptabilisait même pas les statistiques sur un site Internet et tout. Donc, à part si un recruteur venait te voir, il pouvait même pas regarder tes stats. Donc, c'était beaucoup de bouche à oreille. Je pense que j'étais allé au showcase de Athletic Academy, qui existe encore. Oui. Shout out Adrian Davis. Et c'est ça, c'est mon parcours à Team Québec, parce que tu fais comme 3 grosses étapes de Team Québec avant de te rendre à la fin, mélangé avec Athletic Academy, qui m'avait fait avoir beaucoup d'intérêt de Lennox, qui m'avait jamais vu jouer en personne. Et c'était notamment que 2 des QB, Thomas Bolduc, que tu dois connaître, puis Guillaume Renaud-Dumoulin à l'époque, qui a arrêté le foot scolaire après Lennox, qui, eux, étaient à cette année-là les 2 grosses recrues qui avaient signé. Là. Thomas, il jouait en Division 1, puis Renaud-Dumoulin, il jouait en Division 1B. Puis il avait signé les 2 recrues parce que Michael Arruda, il partait. Puis ils allaient compete pour devenir le starter, puis idéalement le QB des 3 prochaines années à Lennox. Ben, ces 2 gars-là, ils avaient parlé de moi à Jonca, ou en tout cas le OC de l'époque, parce que je les avais aussi rencontrés à Bruno Eppel, qui était une école... Ouais, là, je me rappelle de plein d'enfants, qui était une école de foot à l'époque. Anyways, tout ça pour dire, Lennox me recrute, m'invite à leur camp de recrue. Moi, je capote, ils venaient de gagner le bol d'or et tout, j'y vais. Après le camp de recrue d'une fin de semaine, on me dit « Ah, tu peux signer une lettre d'intention. » Moi, je rentre à la maison, j'en parle à ma mère. Puis ma mère, elle me dit « Non. » Elle dit « Non, t'as 16-17 ans, tu vas pas partir à Lennoxville comme ça et tout. » Et là, je m'étais déjà mis à l'idée que je voulais jouer Division 1, parce que soudainement, les équipes me recrutent, j'ai le calibre, tu sais, dans ma tête, et que je voulais jouer en anglais. Parce que dans tout le processus de recrutement de Lennox, ils parlaient de l'anglais, la NCAA, etc. Et donc, quelle équipe anglophone Division 1 existe sur l'île de Montréal? Vanier. Donc, je me suis présenté à une pratique ouverte. Puis, il avait vu, tu sais, Lennox avait fait une annonce... parce que j'avais commit, je pense, quand même, malgré que ma mère a dit non. Anyways, Vanier voit l'annonce que j'ai commit et elle me dit « T'es pas à Lennox, toi? » C'est des grands rivaux. Puis je dis « Ouais, mais je dois rester sur l'île de Montréal. » Puis là, ils m'ont dit « Viens-t'en ici. » Puis ça, c'est comme ça que j'ai fait 3 saisons à Vanier, j'ai beaucoup appris. C'était un bel environnement, mais au final, j'ai jamais éclos en tant que joueur. J'étais tout le temps 5e receveur, 4e receveur. C'est pas une équipe qui m'avait recruté. J'avais comme walk-on, là, si tu me permets l'expression. Même s'il n'y a pas de scholarship, on se comprend. Et j'ai senti ça. À chaque année, on reloadait avec des gros noms. Là, Nick Sénac, là, qui revient, qui est aujourd'hui un de mes bons amis. Un bon ami à Léo aussi. Mais devant moi, l'année d'avant, on avait Samuel Emilus, qui est aujourd'hui le meilleur receveur canadien de la CFL, selon certains. Il y avait tellement de gros joueurs puis qui n'avaient pas mon style. C'est des athlètes de haut niveau. Moi, j'étais plus un route runner, plus un technicien. Vanier, c'est pas l'équipe qui te fait courir des routes très, très complexes. Là. C'est l'équipe qui, comme, on va battre les autres équipes avec des hooks puis des fades. Là. Puis là, s'il y a un jeune qui nous écoute, il dit « Vanier, il me semble, ils sont pas bons. » Mais à l'époque, Vanier, c'était très, très bon. Là. Toujours, il faisait les playoffs. Une mauvaise année à l'époque pour Vanier, dans le temps, c'était 5-5. 5 victoires, 5 défaites. Ça, c'était une année de merde, là, vraiment mal vue. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, là, ça fait 3 ans qu'ils rushent un peu, mais avant ça, là, c'était une équipe tout le temps 8-2, 9-1, 7-3, c'était une mauvaise année, 5-5, c'était l'année de merde. Là, t'sais. Donc, je suis allé, j'ai beaucoup appris en termes, je suis devenu plus athlétique, je suis devenu plus un dog, si tu me permets l'expression, d'être entouré d'autant de gars qui allaient partir NCAA et qui allaient jouer pro après. Ça élève ton niveau athlétique d'un cran. Mais après 3 ans, que encore une fois, je suis tout le temps comme un role player, je pensais que je pouvais faire plus.
Puis j'avais fait, pour moi, le deal, c'était 3 ans. Fallait que tu joues 3 saisons pour un cégep. Parce qu'à chaque année, je me disais, je pourrais transférer, mais non, je trouve que c'est pas loyal. T'as fait ton parcours complet collégial à Vanier. J'ai juste fait 6 mois à Montmorency. Ouais. Puis le 6 mois, c'était pour une dernière saison. Exact, une saison bonus pour essayer de me faire recruter à l'université. Ouais. Puis c'est la meilleure décision de ma vie parce que c'est là que je rencontre Léo, qui est devenu mon associé dans plein d'affaires, puis un de mes meilleurs amis. Puis c'est là que j'ai eu une grosse saison, ma seule grosse saison universitaire. Puis c'est là que j'ai des offres universitaires, puis que j'ai pu jouer universitaire. Ouais. Oh my God! Puis aujourd'hui, c'est drôle, mais à l'époque, là, j'étais en tabarnak de ça. Là. J'étais très fâché. Là. J'étais comme, Vanier, ils m'ont jamais donné mon opportunité. Comme, à l'époque, à mon âge de 18-19 ans, ça m'avait vraiment fait perdre ma confiance en moi puis mon amour du foot. Aujourd'hui, je n'en veux pas du tout. Là. Les coachs, ils font la meilleure chose pour leur équipe, mais à cette époque-là, ça m'avait vraiment affecté, pas juste ma confiance en moi football, ma confiance en moi en tant qu'être humain. Donc, gros shout-out à Fred Morissette, Charles Héroux, qui m'ont accepté à Montmorency, qui m'ont dit de venir. Tu sais, mind you, je reste pas longtemps, là, je fais une saison. Je t'invite, puis ça s'est super bien passé. J'ai des amis encore aujourd'hui du parcours à Montmo, puis c'est grâce à cette saison à Montmorency que j'ai eu de l'intérêt universitaire. Ouais. Oh my God! Moi, je pensais que c'était le contraire. OK. Non. Ouais, parce que normalement, je vois ce que tu veux dire. Tu dis, je suis à Momo, puis après, je vais à Vanier. Ouais. Mais non. Je passais de D1 à D2, et non de D2 à D1. Oh my God! Mais props, man, c'est hot ce que t'as fait. Puis, honnêtement, je comprends à 100% ce que t'as vécu à Vanier, OK? Comment que ça t'a joué mentalement. Moi, j'ai exactement vécu la même situation à Lennoxville, OK? Je t'explique ma situation. Moi, je jouais ici, en Beau-Triolet. Ouais. Puis, toutes mes années de foot, j'ai toujours été un joueur d'impact. Tu sais, un peu la superstar, tu sais, le safety qui faisait les gros jeux, tu sais. Puis, tu sais, qui blitz, sac du corps. Imagine toutes les pics, c'était à 2 secondes de la fin pour gagner le match. Genre. J'arrive à Lennox, où est-ce que là, je réalise que je suis comme, OK, en fait, tout le monde est de même ici, là. Puis, moi, je suis arrivé où est-ce que Lennox avait gagné en 2019 le bol d'or. Moi, je suis arrivé en 2020, la COVID. Mais tu sais, à part la COVID, l'équipe était hyper jeune parce que toutes les vets avaient gagné l'année d'avant. Puis la défensive, là, j'étais genre... Sur 12 joueurs en défensive, je pense qu'il y avait juste 2 vets. Là. Le reste, c'était tout des rookies. Puis moi, j'étais Team 1, Safety, Starter. Là, j'étais comme, oh my God. Dans un gros programme. Là. Dans un gros programme. Là. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est que au lieu de jouer au foot, j'ai essayé de... En fait, je passais mon temps à essayer d'impressionner les coachs. Fait que ce qui se fait, je me mettais beaucoup trop de pression. Puis ça m'a brisé mentalement. Puis l'affaire qui est plate, c'est que ça m'a coûté après ça, ça m'a coûté ma carrière de foot un peu... j'aurais pas dit de même, là, mais ça m'a coûté mon spot de starter plus. Ça, je devrais dire, en fait. Ça m'a détruit mentalement. Puis à un moment donné, j'étais tellement à terre mentalement, puis j'étais un peu tout seul là-dedans, tu sais, que j'ai eu de la misère à remonter. Mais... Comme tu as dit, j'ai beaucoup de gratitude avec ça parce que ça nous a forgé à devenir les gens qu'on est devenus aujourd'hui. Là. Mais je comprends tellement là, ce que tu as vécu. Fait que là, tu as fini Montmorency. Ouais. Là, tu as été capable de te faire recruter pour aller universitaire. Ouais. Mais tu as choisi l'université Bishop. Pour quelle raison? Ça, tu vois, ça, c'est drôle. Surtout aujourd'hui, je trouve que ça reste une université qui est plus attrayante avec les dernières années. Mais au moment où je choisis Bishop, c'est probablement l'université la moins attrayante possible pour beaucoup. Pas pour moi, mais pour beaucoup. Puis c'est le fait qu'ils étaient... la saison où je décide d'aller à Bishop, c'est la dernière saison qu'ils viennent de jouer, c'est 2019. Bishop était parti dans la AUS en 2017. Avant de partir dans la AUS pour la saison 2017, là, 2014, 2015, 2016, ils se font... Peut-être pas 14. 15-16, ils se font planter au RSEQ. Mais vraiment, là, comme aucune victoire ou une victoire. Ils vont à AUS, les 2 premières années, ils se font planter en AUS. La pire conférence au pays, selon tout le monde, right? Là, en 2019, par contre, il y a Charles Aubry, qui aujourd'hui, beaucoup de monde, il n'a pas continué le foot, fait qu'on oublie son nom, mais qui lui avait joué à Lionel Gros.
qui était à la Bishop. Puis en 2019, ils se sont rendus en finale de conférence des Maritimes. Fait que là, c'était quand même intéressant. Le programme, je pense que c'est la première fois en 5-6 ans que Bishop joue pour 500, là, tu vois. Donc, quand ils m'ont invité à une visite, je l'ai considéré. Parce que ce que j'avais vécu aussi à Vanier, c'est que, ben, moi, quand j'avais choisi Vanier, là, 3 ans auparavant, j'avais même pas considéré Momo. Je crois que Momo, c'est un programme qui est poche en D1. Puis au final, j'ai fini à Momo en D2, qui était, à partir de là, ils avaient descendu. Et j'ai eu une expérience incroyable. Pas juste football-wise, humaine. Donc, je m'étais dit, je crache sur aucune équipe maintenant dans le prochain processus. Tu vas pas juste à l'équipe qui est shiny puis qui est le fun. Là, puis, le foot, c'est un cycle. Aujourd'hui, on parle de Montmorency, c'est un très bon programme en D2 qui va peut-être monter en D1. Puis, Vanier, on a peur qu'il relègue. Fait que le foot, ça change constamment. Là, bon. Donc, j'ai considéré Bishop. Et j'ai fait ma visite à Sherbrooke, à Bishop, la même journée, justement. Puis, fun fact, à ce moment-là, j'ai rencontré Léo Sartel à Montmorency, qui lui aussi, la seule saison qu'il a fait à Montmorency, c'est l'année où moi, je fais ma seule saison à Montmorency. 1 an, là. Léo a joué au Québec. Ben oui. Ben en fait, non, parce qu'il y a eu des problèmes de papier. Il n'a jamais pu jouer. Mais Léo avait joué 2 ans auparavant à Saint-Hyacinthe. No way. Oh my Il a gagné God. un bol d'or collégial Détroit à Saint-Hyacinthe. De là, son papa est tombé très malade. Son papa qui est décédé aujourd'hui, donc rest in peace à son papa, que j'aimais beaucoup. Son papa est tombé malade pour la première fois à ce moment-là. Léo est rentré au pays. Et là, il est resté 2 ans en France. Puis là, il s'est dit, hey, il me reste 1 an d'éligibilité, je veux revivre l'expérience au Canada. Il commit à Momo, je commit à Momo. Les deux avec 1 an d'éligibilité. On se connaît pas, là. J'ai déjà vu sa vidéo YouTube une fois, mais je sais pas c'est qui. Puis là, un jour, je me fais ajouter au groupe Facebook. Puis je vois Léo Sartel, je me dis, ça me dit de quoi? Puis là, j'appelle un de mes bons amis, puis il dit, ben oui, c'est le Français, là, on a checké une vidéo YouTube de lui il y a 1 mois. Puis c'est là que je fais, ben non. Là, je l'écris. Moi, j'étais déjà allé en France une fois, j'avais rencontré des gars de foot. J'ai écrit à Léo, je lui envoie les playbooks parce qu'il allait seulement nous rejoindre l'été. Puis là, on développe une amitié à distance. Puis j'avais juste dit, hey, je suis un nouveau receveur à Momo, j'entends que tu arrives, tu viens-tu bientôt? Il me dit non, j'arrive seulement en août. Je dis, ben, je t'enverrai toutes les playbooks, je suis là tout l'hiver. Parce que j'ai fait un peu plus de 6 mois finalement. Anyway, j'envoie à Léo toutes les infos, puis quand il a atterri pour le camp d'août, ben, l'amitié s'est faite instantanément. Et fast forward, au final, il y a des problèmes de papier, il ne peut jamais jouer cette saison-là. Moi, je finis ma saison, puis là, c'est le temps des visites universitaires. Léo, entre-temps, il s'est tourné vers les vidéos un peu plus. Il a dit, garde, je peux soit rentrer au pays, en France, ou, puis il est déçu que mon rêve québécois n'ait pas marché, puis j'ai pas pu jouer ma dernière année d'éligibilité collégiale, ou je me dis, je suis dans un pays où le foot est encore plus développé qu'en France, tu sais. Je peux aller filmer du foot universitaire, du foot collégial. Je peux utiliser ma caméra et faire des trucs le fun sur mon YouTube. Donc, quand c'est le temps de mes visites, je cherchais quelqu'un pour me conseiller de toute façon qui connaissait le foot. Il cherchait du contenu. On est allé faire... je visite l'Université de Sherbrooke, je visite l'Université Bishop. On a fait GG's aussi, mais pas sur YouTube, sur Instagram. Ils ne voulaient pas YouTube. Puis les autres universités que j'ai visitées dans mon processus, donc Concordia puis Montréal, Léo n'était pas disponible, les dates que ça donnait, donc on a pas recruté par beaucoup d'universités. Là. Quand même. Ces universités-là. J'avais parlé aussi beaucoup à York, mais le moment où ils voulaient que je prenne le train, la pandémie a frappé. Fait que je suis pas allé faire cette visite-là. J'ai fait une visite virtuelle. Puis York, au final, tant mieux que je suis pas allé. Maintenant, ça se replace un peu. Mais avant, donc, ouais, c'est 6 mois quelques à Momo m'a permis de me faire recruter par Montréal, Concordia, Ottawa, Bishop, Sherbrooke et York. C'est fou pareil, hein? Ce 6 mois-là, cette décision-là que tu as prise, dans le fond de toi, en fait, c'est que tu voulais juste pas arrêter le foot ou tu voulais vraiment aller universitaire? Je savais que je pouvais aller à l'université de toute façon pour étudier, mais je trouvais que j'avais du... Il y a 2 types de personnes qui jouent pas là, dans une équipe. T'as la personne talentueuse que le staff, ça marche pas. T'es talentueux, mais tu n'es pas ce qu'on recherche pour l'équipe. Puis il y a le gars qui a juste besoin de faire mieux. Ben, à chaque année, je me disais, il faut que je fasse mieux, À chaque année, je me disais, c'est ma faute. C'est pas Vanier là, qui me fait pas jouer, c'est moi. Il faut que je monte plus. Mais à la fin de la 3e année, j'étais convaincu que j'avais tout montré, que j'avais vraiment mis tous les efforts. Là. Et donc, que je peux pas croire que je suis pas assez bon pour jouer. Je pense qu'ils veulent... Je suis juste pas dans leur plan à eux. Je pense que je peux aller le prouver quelque part d'autre. Et si j'arrive à le prouver quelque part d'autre, ben après, il faut vraiment que je le prouve à l'université. Fait que c'était ça. C'était un peu ça. C'était comme il y avait comme un feu en moi que je vais montrer. C'est 3 années que j'ai perdu là, au cégep, là, je m'en vais les chercher au prochain niveau. Genre, je vais jamais pas start un match universitaire. C'était comme ça mon plan. Si quelqu'un m'offrait de jouer universitaire. Très belle mentalité. J'aime ça le côté... puis je trouve ça mature à ce moment-là que tu as été accountable. C'est comme, c'est pas Vanier, c'est moi. C'est comme,
si je joue pas, c'est moi. Je pense que ça, c'est une tendance. Les high achievers, les gens que. Les gens qui ont réussi, mettons, dans le sport, tout ça. Je pense à Tom Brady, il en parle souvent de ça quand il parle de sa carrière, tout ça, c'est que s'il y a une affaire qu'il faisait, ça partait de lui. Puis je pense que, en tout cas, c'est une belle mentalité que t'as amenée. Fait qu'est-ce qui t'a accroché de Bishop? Ouais, c'est ça. On est parti. Ben non, mais c'est bien. Quand je fais la visite avec Léo à Bishop, on rencontre Grégoire Noël, qui lui est un Français qui travaille comme coach assistant à Bishop. Puis Grégoire, c'était un passionné. Il savait qui Léo était par rapport à YouTube. Là. Léo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un YouTuber football en France. Et j'ai trouvé que la connexion ultra humaine, genre j'ai connecté rapidement avec Greg, j'ai connecté rapidement avec Alex Vertulo qui m'avait fait la visite à l'époque, qui était le OC de l'époque. Et je connaissais Sheriff de ce qu'il avait fait à CVM. Je savais aussi que Sheriff avait fait des belles choses avec Joël Soucy dans son temps à CVM. Joël Soucy, qui est un receveur, qui ensuite a continué à McGill, qui aujourd'hui est un super bon ami à Benjamin Saint-Just. C'est un peu son right-hand man dans beaucoup d'affaires. C'est drôle, aujourd'hui, je travaille avec Benjamin Soucy quand on book Ben Saint-Just pour des affaires, on passe souvent par Joël Soucy. Puis Joël, c'est un receveur build comme moi. Petit, très crafty, mais Sheriff l'avait utilisé comme un receiver one. Puis je savais que c'est pas tous les coachs qui avaient cette... beaucoup de coachs que le receveur principal, c'est genre Malik Mega. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gars de 6'4 qui peut faire tout. Mais c'est... Puis que tu peux être un très bon petit slot back qui fait des routes, mais tu seras un receveur 2, 3, 4. Chéri, je savais qu'il pouvait utiliser un receveur comme ça, un prototype X, mais il pouvait aussi utiliser un receveur comme moi. Donc, tout ça me parlait, mais j'étais comme, mais ce serait encore plus cool si je prouvais à tout le monde que je pouvais start au carabin, tu sais. Puis moi, au fond de moi, je savais que je pouvais, tu sais. Puis là, aujourd'hui, il y a du monde qui va me dire non, tu pouvais pas. Moi, je pensais que je pouvais. Donc j'ai eu ce gros dilemme. Puis au final, je suis vraiment content que Léo est venu avec moi parce que d'avoir la perspective d'un gars qui connaît autant bien son foot, qui a fait la visite avec toi, qui l'a vécu 3 des 5 visites ou 6 visites que tu as fait, je me rappelle. Mais avec toi, ça t'aide à t'asseoir puis dire, OK, qu'est-ce que t'en penses? Qui m'a promis des affaires? Qui ça avait l'air vrai? Et au final, on est venu à la conclusion que Bishop avait probablement plus besoin que moi que les autres équipes à l'époque, que c'était une belle opportunité d'avoir une opportunité de jouer, mais surtout, humainement, j'avais beaucoup connecté avec les gens. Je connaissais Sheriff, j'aimais sa mentalité. Il y avait de quoi à faire aussi. C'est comme il y avait un projet sur 4 ans d'aller gagner un Lonely Bowl. Puis c'est ce qui m'a accroché. Petite école aussi. Le fait que c'est une petite école, ça m'a permis après de créer plein d'affaires là-bas que jamais j'aurais pu faire dans les grosses écoles. Puis aujourd'hui, on travaille avec les grosses écoles. Fait que c'est Bishop qui m'a donné une première opportunité de création de contenu qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des vidéos avec l'Université Laval, j'ai des vidéos avec l'Université de Montréal. Je travaille pour les Carabins. Tu sais, c'est comme... fait que ouais, je pense que c'est le underdog. Tous les désavantages que les gens nommaient pour Bishop, je les voyais comme des avantages potentiels. Donc, je suis allé. C'est intéressant le point que tu amènes sur la façon comment tu as choisi le programme. Tu sais, mettons, si tu avais un conseil à donner là-dessus. Tu sais, aujourd'hui, mettons un athlète qui part collégial, qui va aller universitaire. Tu sais, je sais que vous avez une grande audience aussi française. Ouais, tu sais, mettons qu'il y a des Français qui veulent s'en aller. Comment tu choisis ton université, en fait? Je pense qu'à la fin de la journée, numéro 1, programme académique. OK, ça, là, c'est plate, là. Tout le monde est ton programme académique, OK? S'il y a une école qui n'a pas le programme académique que tu veux faire pour ta vie, puis l'autre est là, il n'y a plus de choix à football. Là. Parce qu'à la fin de la journée, tes chances de jouer pro, mon frère, OK? Bon, soyons honnêtes. Après ça, on va dire que les 2 écoles ont ton programme académique. Va à l'endroit qui te veut le plus. Moi, c'est ce que je dis. Puis pas te promet le plus. Pas te promet le plus. C'est là que c'est difficile à decipher, parce que des fois, il y a des coachs qui c'est des vendeurs de chars, là. Puis j'ai aucun coach en tête. C'est juste j'ai aucun coach en tête. Tu vends ton produit. C'est ça. C'est normal. Mais va à l'endroit où tu auras le plus de chances de faire des erreurs et qu'on te laisse continuer à faire des erreurs. En gros, là, il y a 2 types de... J'ai été dans plusieurs locker rooms. Il y a des locker rooms dans lesquels j'ai été dans ma vie où on cherche une raison de ne pas me faire jouer. Comme tu as vu, tu as fait une erreur là, fait que c'est l'autre qui passe. Puis il y a d'autres locker rooms où on cherche une raison de te faire jouer. Puis tu as assez joué au football pour le savoir. Puis dans toutes les équipes aujourd'hui là, de football, dans tous les locker rooms, il y a un kid que quand il fait une erreur, les coachs sont comme « Ouais, mais il est tellement fort. » Puis il y a l'autre qui... C'est pour ça qu'il joue pas. Mais s'ils ont fait la même erreur, là. Puis je dis pas que les coachs aiment plus l'autre que... Non, c'est pas parce qu'ils trouvent plus beau ou plus gentil. C'est qu'ils pensent... À la fin de la journée, le coach, là, c'est son salaire. C'est comme ça qu'il nourrit sa famille. C'est comme ça qu'il aide sa femme, ses enfants. Bon, c'est
c'est important pour lui que le joueur qui pense qu'il est mieux placé pour réussir puis pour qu'il garde sa job soit mis sur le terrain. Ben, va au coach que tu penses qu'il pense plus que... Selon lui, là, il y a plus de chances que tu sois dans cette équipe-là que dans l'équipe des gars qui... Non, toi, t'es pas prêt. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Fait que ça n'a pas rapport avec l'équipe, elle joue dans quelle conférence. Ça n'a pas rapport avec l'équipe, elle passe sur quelle chaîne télé. Ça n'a pas rapport avec l'uniforme, le Nike ou Under Armour ou Adidas. Ou est-ce que les filles vont trouver ça cool quand tu vas dire que tu joues à Laval? Non. Est-ce que tu vas jouer ou pas? Ça, c'est ton effort, ton travail, tes skills, mais est-ce qu'on va te donner plus d'opportunités de jouer ou moins d'opportunités de jouer? Mm-hmm. Puis au fond de toi, tu le sais. Au fond de toi, là, tu le sais vraiment. Mais la majorité des kids, ils se l'avouent pas. Mm-hmm. C'est comme ça que je... Ouais. Il y en a souvent aussi qui disent que des bancs, les gens qui jouent pas, là, Laval ou à Montréal, ben, si tu prends ceux qui jouent pas, juste avec ces deux équipes-là, tu préfères une équipe qui gagne. C'est la phrase à Chérif, ça. Il a dit, je suis convaincu qu'à Laval ou Montréal, dans leur équipe 2, il y a peut-être une équipe qui gagne la compagnie. Ben, on le saura jamais. Exactement. Parce qu'ils sont sur le banc. Mm-hmm. Mais... Fait que moi, j'invite à des gars qui sentent dans cette possibilité-là de peut-être choisir autrement. Puis je suis pas en train de... Comme, moi, j'ai beaucoup hésité là, d'aller au Carabin. Là. C'était 50-50. Il y avait Sherbrooke aussi dans le mix. Mais au final, c'était Carabin ou Bishop. Et je suis persuadé que j'aurais un parcours plaisant au Carabin. Puis il y a plein d'histoires au Carabin, à Laval, à Western, de gars qui ont benché 4 ans, puis ils ont joué leur 5e année, puis ils ont adoré. Right? Mais dans le foot universitaire, il y a très peu de gars. Tu sais, moi, au final, j'ai pas joué pro, comme 95% du monde. Là. Puis j'ai joué toutes mes snaps football universitaire, man. Toutes. Wow! C'est fou, là. J'ai pas raté un match. Tu sais, les années que j'ai perdu au cégep, je les ai rattrapées à l'Uni, là. Puis il y a tellement de monde qui peut... La majorité des gars peuvent pas dire ça, là. C'est limité le nombre de snaps universitaires. C'est tout joué. Jamais je vais regretter ça de ma vie. Mm-hmm. C'était incroyable. J'ai tellement eu de plaisir. J'ai tellement pris du rap football. J'ai tellement appris. J'ai tellement de souvenirs qu'aujourd'hui, si je rejoue au foot un jour ou pas, c'est pas grave. J'ai vraiment maximisé mon football. Puis j'ai des histoires de gars... Quand j'ai fait ce commitment en 2020, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, regarde, change ton commitment. » Surtout l'année COVID où on avait tout le droit de partir. Viens au Caravin. Je me rappelle, on faisait des one-on-one. Cette année COVID-là, on faisait des 1 contre 1 avec plein de gars CFL parce que la ligue avait fermé. Uh-huh. Plein de gars U-Sports et tout. Puis j'avais vraiment bien performé parce que j'étais un one-on-one guy. Genre même aujourd'hui, là, je suis bien meilleur en one-on-one qu'en foot. Là. C'est vraiment mon truc. C'est route running. Le DB, il est désavantagé. Là. Le QB, il n'y a pas de D-line. Fait juste bon. Puis j'avais... Un gars technique, exact. Comme tu dis. Puis j'avais bien réussi. La vidéo est sur YouTube, sur la chaîne de Léo, si vous voulez voir que je dis pas l'avant. J'avais bien réussi contre plein de DB CFL qui étaient là. Puis à la fin, il sait qui il est, je vais pas dire son nom. Un gars de Carabin m'a dit « Hey, tu vas pas aller perdre ton temps à Bishop, là, tu vas venir au Carabin, là, c'est une joke là, que tu as commis à Bishop, tu as vu ce que tu viens de faire à des DB CFL, on va t'utiliser. » C'était ça la mentalité, là. C'était comme « Ah, regarde, t'es bon, tu peux pas aller jouer à Bishop. » Puis ce gars-là, il a fini par avoir une belle carrière à la fin, là, mais les 3 premières années, là, j'étais All-Star, Offensive Player of the Year, on m'invite au East West, on commence à me dire « Hey, tu vas peut-être jouer CFL, t'aurais une shot. » Lui, il était sur le banc. Puis on avait le même talent. Tu comprends-tu? Fait que je dis pas que... Puis au final, je suis sûr qu'il est content de son parcours, mais jamais j'échange avec lui, là, mais jamais de la vie. J'ai adoré mon parcours. Là. Puis voilà. T'as eu tous tes snaps. T'es resté en santé, man. C'est hot, ça. Ouais, j'ai vu... Très chanceux. Là, ça commence à me rattraper, par contre. My God! Depuis l'Europe, j'ai mal! J'ai mal partout. Je me blesse au flag. Mais pendant l'Uni, non, j'étais très... Ouais, c'était vraiment... Shout-out au staff de Bishop, par contre. J'avais tout le temps mal quelque part, mais on m'a toujours gardé pour les matchs. Ouais. Ben, c'est cool, man. Genre, tu sais, t'as joué tous tes snaps. Mm-hmm. Ça veut dire que tu t'entraînais bien, t'étais en santé. Parce que c'est ça, justement, j'avais vu un de tes posts que tu disais, tu sais... j'ai jamais été blessé, j'ai joué tout. Là, tu me dis que tu as joué tous tes snaps universitaires, puis là, tu commences à avoir des bobos. Je pense que c'est de même, ça s'est fini en Suisse en plus. Hein? Ah, exact. On va arriver là-dessus, mais mais tu sais, tu parlais de stats, tu sais, des gars qui joueront jamais pro, tout ça. Il y a pas longtemps, je faisais de la recherche là-dessus, justement. Puis, qui est top of my head, là, je suis pas sûr à 100%, okay, mais de mémoire, c'était. En gros, 99% des athlètes ne joueront jamais professionnels, mais 80% des joueurs de football arrêtent de jouer au football à 18 ans. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Fait que, quand moi j'ai vu ça, j'étais comme, OK, mais tu sais, on part souvent dans le noir dans le sport. Là. Il est encore plus étroit qu'on pensait. Hey, man, c'est crazy ça. Là. Ouais. Puis après ça m'a fait réfléchir à, écoute,
moi, je jouais dans un programme assez régional, là, au Triolet. C'est seule équipe Division 1 en Sherbrooke. Oui, c'est ça, à Sherbrooke. En Estrie, tu sais. Puis j'ai pourtant pensé à ça, j'étais comme... T'es le seul programme en Estrie. On était énormément de joueurs là, en sport-études. Là. Énormément. Mais dans tous les gars, honnêtement, je pense qu'on est 10, gros max, qui sont allés jouer au cégep. Là. Ben oui. Puis c'est un programme D1 de secondaire. Exact. Maintenant D2, je pense, mais à l'époque D1. Fait qu'imagine les gars qui jouent en D2, en D3, les D3B, il y en a plein. Les gars qui jouent à 9. Peut-être un dude aux 5 ans qui sort jouer cégep. Tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment... c'est un luxe de jouer au foot universitaire. On vraiment? Ben oui, on compare aux États-Unis, puis on se dit, ben non, hein. Non, c'est un luxe, c'est un vrai luxe. Puis là, puis pour ajouter à ce que tu as dit, sur un roster, là, tu te présentes au camp. Okay? Je sais pas pour toutes les équipes, mais à Bishop, on se présentait à des camps d'entraînement à chaque année en automne. On était des fois 100, 108, 109, 107. Sur ça, là, tu as 52 gars habillés à la maison, okay? 47 habillés à l'extérieur, 48. Et US. Les règles, dépendamment des conférences, ça peut changer de 1 ou 2 personnes. Okay? 52 à la maison, 48 à l'extérieur. Je viens de te dire, il y a 100 gars qui se sont présentés au camp d'entraînement. 100 gars qui ont fait tous les entraînements, les pratiques, qui se réveillent le matin, les meetings. Okay? T'as moins de la moitié qui rentrent dans l'avion pour aller jouer le match. Sur les 48 là, qui sont dans l'avion pour jouer le match, là, il y en a combien qui touchent le terrain? Il y a des 12 starters en offense, 12 starters en defense. On va dire là, 8 gars special team parce que tu as beaucoup de gars qui cross over. Puis on va dire t'as 5 backups qui embarquent. Au final, c'est pas tout. T'as des gars qui ont pris l'avion qui ont même pas touché au terrain. Ils ont fait le warm-up. Ouais, c'est ça. Fait que là, d'être starter tous les matchs de ta carrière, puis de jouer tout, c'est pas un luxe, là, c'est un super luxe. Parce qu'en plus de ça, il y a les blessures. On a eu Hassan Dosso sur le podcast que j'ai avec Léo. C'est pas encore sorti l'épisode, mais Hassan, c'est un joueur exceptionnel, mais il a perdu 2 ans de sa carrière à cause de blessures. Donc, quand tu penses à tous ces paramètres-là, il y a un truc que Sheriff faisait avant chaque année à Bishop que je trouvais vraiment cool. Il montrait le nombre de secondes. Il disait, si tu joues tous tes snaps sans faute, voici le nombre de secondes que tu vas jouer au foot universitaire. Puis là, il convertit en minutes. Puis au final, tu réalises que c'est comme... C'est ça une carrière. Ouais. Fait que si en plus de ça, tu vas aller faire des choix. Ouais, le coach là-bas, il m'apprécie pas tant que ça. Puis il y a genre 8 gars sur leur board en haut de moi, mais comme... Je vais réussir. Peut-être tu vas réussir. Mais peut-être que tu vas aller perdre ton temps en football aussi. C'est seulement toi qui peux le savoir. Non, 100%. Mais ça, je m'en rappelle. Il m'en avait parlé sur le podcast de ça, Sheriff. Puis ça m'avait mis en perspective. Tu sais, j'avais aussi... j'avais eu Rémi Desbiens. Ben oui. Qui, il m'avait dit... T'sais, je jouais avec Rémi. Ah ouais? En 2021. On est allé en finale de conférence. Ah, nice. Après, il m'a coaché. Ben, il m'avait dit... Lui, Sheriff en avait parlé, mais lui, il avait vraiment mis beaucoup d'emphase là-dessus. Rémi, il m'a dit, tu sais, une carrière de foot, là, ben, tu sais, même si tu prends juste universitaire, mais même si tu prends depuis que tu as commencé, là, en réalité, là, t'as joué combien de temps de football? Tu sais, quand on dit jouer au foot, là, c'est 6 secondes par sifflet, là, max. T'as beaucoup plus pratiqué, tu t'es beaucoup plus entraîné, t'as beaucoup plus appris en meeting que t'as joué en match. Là. Donc, profite-en de tes... Ouais. Puis, honnêtement, si ça peut être une tribune un peu pour partager un message, moi, je pense que c'est important d'avoir un peu de gratitude de ça, puis de prendre au moins juste de prendre un peu de recul, puis de dire, de réaliser que ben, vous êtes quand même chanceux, les athlètes qui jouent dans un sport universitaire, tu sais. C'est du haut niveau, là, comme... Là, on parle beaucoup de foot, mais... Il y a pas longtemps, je me suis un peu impliqué dans d'autres sports. Au Varéor, j'étais à voir le volleyball, puis... Moi, dans ma tête, il y avait rien que le foot qui était vraiment... big time. Ouais, c'est ça. Mais finalement, man, le volley, man, les gens sont sharp, ils ont des pratiques, ils font du tape, il y a autant d'implications. Là. Le basket. Ouais, man. Le track. Hockey, tout ça. C'est là que ça m'a fait réaliser que, OK, mais là, si tu joues universitaire, c'est un sport universitaire, c'est un sport universitaire. C'est comme la tête. Ce que tu vis au foot, mettons, dis-toi que c'est la même affaire que les gens vivent dans les autres sports. C'est juste ces 2 sports différents. Là. Fait que le niveau est là, l'adversité est là, l'entonnoir est autant là. Fait que non, c'est vraiment cool. Tu m'as parlé de Sheriff. Ouais. La mentalité de Sheriff, moi, c'est ce qui m'avait accroché. Puis il y a une chose que j'ai dit à plusieurs personnes que j'ai rencontrées par la suite qui m'ont demandé des questions du genre « Hey, tous les coachs que tu as rencontrés, c'est qui ton épisode préféré ou whatever. » C'est dur à dire. Par contre, il y a une chose que moi m'a marqué de Sheriff, c'est qu'après l'épisode, après avoir parlé avec ce monsieur-là,
j'ai réalisé que probablement que Sheriff aurait été une des personnes pour qui je serais allé jouer. Mm-hmm. Mais moi, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que la mentalité de Sheriff, qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Tu sais, ta vision de joueur. Tu sais, moi, il y a une chose qu'il avait dit dans le podcast, c'est « What's the side of the dog inside of you? Mm. » Puis moi, j'étais comme « OK, c'est quand même sick. Là. La façon comment il amène le foot, le play-by-play. Mm-hmm. Ben moi, je veux voir, c'est quoi l'impact que ça a eu sur toi, sur ta carrière de joueur? Je pense que Sheriff est encore mieux placé que moi pour parler de sa philosophie, mais je peux te dire des trucs que peut-être qu'il va même pas nécessairement lui te dire, mais que moi, j'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En outre, genre, je pourrais réenchérir sur sa philosophie, puis je me rappelle à un moment donné dans un match, genre moi-même en train de dire « What is next? » Tu sais, le fait que comme la culture se mesure sur tes comportements, puis tes actions. Tes comportements, en fait, c'est tes actions, c'est comment tu agis everyday. Puis au football, ben, c'est quoi un comportement? Ben, c'est une rep. Fait qu'en gros, c'est chaque rep, on reset à chaque fois, puis tu vas pas, genre, on se définit par la rep. Pas le résultat de la rep, mais la qualité de la rep. Mm-hmm. Mais, puis ça, Sheriff l'exprime vraiment bien, puis c'est vrai que ça m'a modelé, mais un truc que je pense que Sheriff réalise même pas, que moi, j'ai beaucoup apprécié de lui, ça, je veux t'en parler, c'est Sheriff, il a un certain âge, il coach depuis des années, il a fait plusieurs générations, c'est un avocat de formation, puis il m'a laissé créer tout le contenu que j'ai créé pendant tout le processus. Léo arrivait, all access à un locker room, nous faisait confiance de poster des vidéos YouTube. C'est moi qui roulais l'Instagram d'un point de vue contenu. C'est pas, genre, j'avais aussi Damien Chou puis René Zivat qui m'aidait beaucoup, mais je veux dire, en termes de faire des capsules, là, genre parler devant la caméra, c'est tout le temps moi. Puis je vais dans le locker room, je filme les gars, j'arrive avec un concept, je le pose. Genre, il m'a jamais dit que j'étais une distraction. Il m'a jamais dit, genre, hey, tu sais, le contenu... tu peux arrêter, là. Genre, on est une équipe des Maritimes. Le monde trouve qu'on n'est pas la meilleure conférence, puis on n'a même pas encore gagné un championnat. Peut-être qu'on devrait se calmer. Non. Il a toujours compris. Il a toujours eu la vision de comme, ouais, moi, je m'occupe du. Tu sais, Sheriff s'occupe du foot traditionnel, mais si en plus de ça, j'ai des joueurs qui aident avec tout le côté comme notoriété, réseaux sociaux, être cool pour les jeunes, ça va aider. Alors que je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a plein de coachs qui m'auraient dit, hey, arrête. Puis au final, c'est fou parce que plus mes années ont avancé à Bishop, plus il y en a sûrement. C'est seulement ceux qui sont venus me le dire, là, mais il y a plein de jeunes qui sont venus, je dis jeunes, il y a plein de recrues qui arrivaient puis ils me disaient « Hey, ma visite à Bishop, c'était la vidéo YouTube de toi et Léo. » Parce que c'était la pandémie, mettons, mon année de visite, nanani. Ou un autre « Hey, j'écoute votre pod, genre, puis ça fait partie de la raison pourquoi je suis arrivé à Bishop. » Genre, je me suis fait dire ça au moins 5 fois à BU, puis les coachs aussi. Maintenant que je suis à BU, des fois, je me fais DM. Je me fais message par les coachs. Hey, tel jeune, il suit toi puis Léo, il hésite entre nous puis telle école, puis tu y écrire. Puis juste lui parler de ton parcours. Fait que Sheriff avait la présence d'esprit de nous laisser, de nous faire confiance. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi et Léo, on se fait engager par des compagnies ou des équipes sportives professionnelles pour faire du contenu. Je comprends qu'aujourd'hui, on peut regarder et dire, ben, je leur ai fait confiance aussi. Au début, là, on n'était pas tant crédible. Tu comprends-tu? Hey, je te comprends. Je te comprends. Puis Sheriff, il disait, ouais, vas-y. Tout en me rappelant à l'ordre pour plein d'autres affaires. Tu sais, je suis quand même un joueur de foot. Il fallait qu'il me rappelle. Hey, Nick, t'as raté un lift. Hey, Nick, t'as telle affaire. Mais il me laissait aller pour le contenu, genre. Puis, tu sais, je me lève dans l'avion. Je me levais avant tout le monde pour nous filmer dans l'avion. Tu sais, plein d'affaires qu'il laissait aller. Léo, à chaque fois que Léo, il venait à Bishop, il y avait une case. Il y avait accès à notre nourriture. Il y avait accès à nos facilities pour qu'il fasse du contenu. Il n'était pas payé, mais puis ça aide. Là. Aujourd'hui, quand tu es en France, tu demandes aux kids les universités au Québec, ils disent Laval, Montréal, Bishop. That's crazy. Alors qu'on n'a pas gagné de Coupe Vanier, nous. Là. Ouais. Fait que c'est... Ouais, je te dirais que ça, c'est le main thing que je donnerais à Sheriff. C'est un hard-ass, il est très coach de foot sérieux, il demande une crédibilité, puis une intention, puis un niveau d'implication très sérieux, mais il comprend la game des nouveaux médias. Plus, il participe pas nécessairement, mais il comprend vraiment plus que tu t'attendrais d'un homme de son âge avec son bagage. Fait que, ouais. Ça, moi, comment je le vois d'une façon de plus... C'est un peu son héritage. C'est un peu la façon comment qui t'a formé un peu. Tu sais, je parle... Il te voyait aller, là. Puis peut-être que c'était une façon de te pousser à justement vouloir faire ce que tu voulais vraiment faire. Tu sais... je trouve ça beau. Puis c'est vrai, il y a le côté aussi plus business, là, ce côté de la vision, puis mettre de l'avant le programme. Puis il faut que ça fasse partie de la vision. Ce serait malhonnête de dire que ça faisait pas partie de la vision. Mais en même temps, moi, je pense qu'il y a aussi un côté de... C'est un de mes athlètes. Puis si c'est ma façon de l'aider, pourquoi pas, tu sais. Fait que, en tant que coach, je
pense que c'est une belle façon de... Tu sais, si tu veux investir dans tes joueurs, ben ça, c'est une façon de le faire. Il a vu que toi, tu voulais sortir du lot en travaillant sur certains contenus, tout ça. Ben, peut-être que lui, c'est une façon qu'il s'est dit, mais écoute, si je peux l'investir dans lui en faisant ça, boum, ça pourrait être cool. Ouais, puis tu sais quoi, je pense que je le voyais pas comme ça quand j'étais jeune, plus jeune, là, mais je sais pas s'il va être content que je dise ça, mais récemment, Shérif, il s'est abonné à notre Patreon. Puis il nous a croisés. Ouais, il nous a croisés, moi et Léo. On était au match de Laval contre Bishop en pré-saison 2025. Puis à la fin du match, il nous a dit tu sais, les gars, genre, je veux vous encourager, c'est cool ce que vous faites et tout. Puis, tu sais, ça venant de mon head coach qui m'a beaucoup aussi, genre, discipliné, là. Tu sais, c'est ça, un head coach aussi, là. C'est comme, ouais, lève plus, fais ça. C'est vraiment cool. Avec du recul, oui, je pense que ça a aidé le programme. Je pense que ça prenait un homme qui fait confiance. Tu sais, j'aurais pu faire un scandale ou un truc comme ça aussi. Mais aussi, peut-être que je réalisais même pas, puis il m'encourageait à aller plus loin dans mes trucs. Puis aujourd'hui, concrètement, il le fait. Genre, il met un peu de son argent personnel pour supporter les frais du podcast, qui est vraiment comme... Je m'attendais jamais à ça, puis ça m'avait fait vraiment chaud au cœur. À Léo aussi. Donc, c'est... Ouais, shout out Shérif. Non, for real. Tu sais, c'est... Il a fait partie aussi des premiers invités que j'ai eu sur le podcast. Il a accepté à venir, il m'a fait confiance. C'est toutes des choses que tu n'oublieras jamais. C'est cool. Ça prend juste un qui dit oui, puis après ça commence, mais le premier, on ne l'oublie pas. Fun fact, c'était la seule affaire qu'il a refusé de tout notre parcours sans stress. Il ne voulait pas être sur le podcast pendant que je jouais encore. Ah ouais? On le disait tout le temps. Il était comme non. Il ne voulait pas. Finalement, l'avez-vous? Oui, non, pas encore. Non, c'est rare qu'on ait moi et Léo au Canada, puis en même temps, puis quand on l'est, mais on est encore plus rarement à Sherbrooke. Puis encore plus, les moments où on l'est, ben, c'est la saison. Fait qu'on va pas prendre le temps d'un head coach pendant, tu sais, c'est souvent la saison morte. Ouais. Puis essaye de convaincre un Français de venir ici l'hiver. Qui a pas besoin de... c'est dur de partir de son... il fait combien là-bas en hiver, genre 15 degrés? Ouais, exact. Tonneau, des fois, il peut faire 8, 7, mais tu sais, pas de verglas, là. Ouais, voilà. Victoire au Lonely Bowl. Ouais. En 3e OT. Ouais. Raconte-moi un peu, c'est quoi le moment marquant? Qu'est-ce qui t'a marqué de ces moments-là? Oh yeah, j'ai une histoire pour toi. Ah, vas-y. Je suis prêt. Avant qu'on ait un outil, shout-out, il n'y a personne qui raconte ça, puis merci. Il n'y a personne qui, à date, qui est allé sur une plateforme pour raconter cette histoire-là, parce que, tu sais, on l'a dit beaucoup, là, cette histoire-là, depuis que c'est arrivé. C'était quand même cool comme expérience. Puis, premier championnat en 40 ans là, pour Bishop, ou 30 ans en tout cas. Et la réalité, c'est qu'avant d'aller en Triple OT, on avait une chance de gagner le match. Puis c'est à moi qu'on a lancé le ballon. Puis on n'a pas complété cette passe. Puis moi, à ce moment-là, je pensais que, ma carrière vient de terminer, puis je viens de laisser tomber tout le monde. Et en gros, je t'explique. Ce qui se passe, là, je sais pas les détails exacts, mais en gros, on a la balle et on perd par... me semble qu'on perd par 3. Quelque chose de même. Mais c'est nous qui a le ballon. Puis là, on se dit, on va avancer. Puis il reste 2 minutes au match. On va avancer, on va marquer un touchdown pour gagner le match, ou on va kicker un field goal pour tailler la game. Notre running back, il ne fumble pas. Marco Brionez, un Mexicain, un power back, il fumble. Et eux, ils prennent la balle. Essentiellement, la game est terminée. Là. C'est fini. Par miracle, Gab Royer, que ça, tu l'as entendu l'histoire, il réussit à... Eux, là, ils ont juste à mettre des genoux, puis la game est finie. Il faut qu'ils aillent chercher quelques first down, mais ils finissent par aller chercher le first down. Puis là, ils ont juste à mettre un genou. Là. Si tu regardes le temps qui reste sur le cadran, mathématiquement, ils ont qu'à mettre un genou, puis au pire, ils vont devoir... faire un punt, puis pendant que la balle va être dans les airs, la game est finie. Tu vois ce que je veux dire? Ils décident de ne pas faire ça. Ils se disent non, on va courir la balle. On a un power back. Ils avaient le running back qui avait statistiquement fait le mieux en AUS cette année. On va donner à notre power back. Puis on va gagner le match. Si on a un first down, là, c'est vraiment fini. Gab Royer, jeune de Sherbrooke, star du football Sherbrookeois, pop la balle. Fait que là, il reste quand même genre 20 secondes. Là. Fait qu'on a la chance d'aller comme gagner le match. Ou peut-être moins que 20 secondes. Il reste genre 10 secondes. Puis ils ont fumble là, comme la ligne de 15. Là. On peut aller gagner le match, là, tu comprends? Et on call le jeu qui avait marché toute l'année, où en gros, je slot grand côté. Je traverse la formation full speed, là, les joueurs du football canadien. J'arrive avec un élan, puis je cours un out route. Mais le gars, il doit me suivre, parce qu'on savait que ça allait être du man. Le gars, il doit me suivre, puis là, je l'ai leverage, puis je vais courir mon out. Puis je le fais dans la end zone, puis malheureusement, puis je veux pas le blâmer, mais je vais même pas le nommer. Le QB, il lance comme si c'était de la zone, puis que je dois juste me tourner
comme un hook reverse, mais au final, c'est un out. Moi, je sais que c'est man, fait que je cours full speed. Donc, il lance comme où je suis pas. Je réussis à planter mon pied, puis je dive, puis je touche à la balle avant que le DB réussisse à l'intercepter, en gros. Donc là, on reste dans le match. Puis au final, on kick le field goal, puis on taille, puis on va OT1, OT2, OT3. Sauf que ce moment-là, là, où moi, j'ai touché à la balle, moi, dans ma tête, j'aurais pu l'attraper. Même, et là, faut qu'on aille en OT, il faut que je continue à jouer au football, puis c'est moi le holder sur field goal. Fait que déjà, il faut qu'on aille taille le match avant d'aller en OT. Puis moi, je suis comme, oh my God, on vient de perdre le match sur notre bread and butter play à moi et le QB, tu comprends? Genre, je vais le nommer, c'est Justin Quirion. C'est un stud, c'est le meilleur QB de Bishop des dernières années. Il est incroyable, j'adore. Mais puis, je marche vers Q, puis il me dit, Nick, je t'en dois une, on va aller gagner la game. Puis moi, je suis en panique. Je suis comme, parce que, c'était notre opportunité de gagner le match. 2, il y a aussi le côté personnel. J'aurais catch le dernier, tu sais, le walk-off touchdown pour le Lonely Ball. Mais fait que je suis, pour la première fois de ma carrière, au foot, je suis comme trop pris par les émotions. Genre, j'ai plus de contrôle. Puis il me dit, Nick, je t'en dois une, on va aller gagner le match. Puis au final, triple OT, puis c'est Xavier Gervais, notre field goal kicker, avec moi qui hold, qui fait le kick de la victoire. Puis quelle soirée à Lennox. Quelle soirée à Lennox. Puis Q est venu me voir, il m'a dit, je t'ai dit! Puis jusqu'à aujourd'hui, c'était un running gag. Je suis un Q, tu m'as enlevé le touchdown. Puis il lui dit, t'aurais pu l'attraper. Mais ouais, il n'y a personne qui rappelle ça. Je pense qu'on est trop heureux d'avoir. Mais on l'avait, la game, à ce moment-là. Genre, on l'avait. Ouais. Folle histoire, man. Ça, c'est hot. Mais tu vois, c'est une affaire que j'aime aussi du podcast, c'est que, tu sais, c'est le fun d'aller chercher les histoires de même que les gens voient pas. Ouais, il y a tellement d'affaires qui se passent sur un sideline de foot, sur un terrain de foot. Tu sais, même les gars qui sont sur le sideline, c'est même pas le 3/4 qui se passe pendant que les jeux se passent. Ben oui, absolument. C'est ça qui est hot. Folle histoire. Dans ton post du Lonely Ball que tu as fait sur IG, je te cite, tu dis « They say that dreams come true and when they do, that there's a beautiful thing. C'était quoi le rêve? C'était que Bishop gagne un championnat. Je pense qu'en 2020, en rentrant à Bishop, c'est ce que Sheriff nous vendait. Il disait, regarde, on est parti de la RSEQ parce qu'on est une plus petite école. Puis il faut comprendre, à la fin de la journée, Bishop, c'est une école de 2000 étudiants, man. 2003. Oh my God. C'est plus petit que mon école secondaire. Il y a plus de profs à Sherbrooke exact. que d'étudiants là-bas. Tu vois, la différence, l'Université de Sherbrooke, si tu enlèves, je pense, le campus Longueuil, c'est à peu près 30 000 étudiants. L'Université de Montréal, si tu comptes les 3 campus, c'est à peu près 60 000 étudiants. Imagine, toi qui es en entrepreneuriat, qui comprends la business des choses, imagine le nombre d'argent en termes de financement, le nombre de ressources pour aller recruter des joueurs, le nombre de possibilités de programmes. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi le premier truc qu'on a dit tantôt? Qu'est-ce que je conseille à un gars qui décide quelle université? Ben, il faut qu'on ait ton programme. À Bishop, il y a des programmes qu'on n'offre pas juste par notre taille. Donc, ouais, le monde, on y était en 2007 quand Bishop a décidé de quitter pour la AUS, mais même dans la AUS, Bishop, c'est la plus petite école. C'est crazy. C'est vrai que Bishop se battait avec des écoles de plus de minimum 30 000 étudiants. Puis là, ils se battent avec des écoles de 6 000 étudiants, mais ça reste la plus petite école. En égalité avec Mount Allison, ça dépend des années. Ça dépend de combien d'élèves ils prennent à chaque année. Donc, même là, c'était quelque chose d'audacieux de dire on va devenir un powerhouse dans cette conférence-là. Puis en 2020, Sheriff, il m'a vendu, puis à moi, puis à tous les autres gars de ma cohorte, qu'on allait réussir à l'intérieur de notre cohorte, qu'on allait gagner un championnat de conférence, redonner à Bishop ses fleurs de noblesse, parce que Bishop avait gagné les championnats à l'époque, là, avant que les écoles francophones commencent à take over le foot québécois. C'était les francophones allaient à Bishop, il y a la Concordia, etc. Et qu'on allait réussir. Puis que ça arrive à ma dernière saison d'éligibilité, c'était comme, c'est trop beau, là, le script qui est écrit, puis à la maison. Puis c'est hot, là. On l'a hosté, le Lonely, c'est malade, à la maison, en triple OT, avec l'ascenseur d'émotion de je pense que j'ai le game winner, je l'ai pas. Là, je pense que j'ai laissé tomber toute mon équipe. Parce que Q, il dit, QB, Justin Quirion, on l'appelle Q, il me dit, ouais, c'est moi, j'ai mal lancé la balle. Mais moi, je me dis peut-être que, tu sais, sur le feu de l'action, je me dis peut-être que non, peut-être que c'était zone, puis peut-être. Puis au final, même pas 30 minutes plus tard, j'ai un rôle différent, je dois holder pour mon kicker. Puis mind you, en triple OT, c'était que des kicks. Là. Fait que je les ai holdés chaque kick. Puis holder, c'est la position que tout le monde se dit, on s'en fout. Mais la réalité, oui, on s'en fout, à part si tu rates. Ah, c'est ça. Il y a un vrai stress, là. C'est pas le hold de... Non, c'est le hold de notre vie, là. Si on rate ces kicks, on joue plus. Donc, que là, avec un rôle différent, un rôle de support, j'avais la chance de quand même gagner. Puis Xavier, qui lui a un parcours exceptionnel, puis semé de haut puis de bas, puis qui a réussi à... Xavier, c'est un QB, man. C'est un QB qui a décidé de devenir kicker quand il a réalisé que ça allait... No way. Ouais, pour aider l'équipe.
puis de rentrer ça entre les deux poteaux pour la ville de Lennox au complet, le staff, le dean de l'école, les élèves, les gens pleuraient, man. J'étais dans les estrades, les gens, on pleurait. Moi, je pleurais, les profs pleuraient. C'est comme, il y a un championnat à Bishop, tu sais, du monde qui care, là, des Bleed Purple depuis des années, puis l'équipe perd, mais eux, ça les affecte, c'est leur équipe de communauté, là, eux, c'est des Lennoxois, là, tu sais, genre sont... Yo, c'est tellement hot! Fait que c'est pour ça que j'ai dit ça, puis c'est un quote de J. Cole, un de mes rappeurs préférés, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient d'une de ses chansons. Ouais, c'est ça. Man, folle histoire, c'est vraiment, vraiment hot, sérieusement, puis c'est vrai que dans des petites communautés comme ça, ils ont le droit d'être fiers. Ouais. C'est quoi que ça prend pour être une équipe championne? Man, avec du recul, ça prend un bon corps de vétérans. C'est parce que l'année d'après, là, juste là, la saison qu'on vient de voir, Bishop était considéré les favoris, vient de gagner un championnat, c'est normal. Puis ça s'est moins bien passé, puis j'étais pas dans le locker room, mais j'appelais tout le temps. Cette année-là, j'avais commencé être de co-host sur le podcast de Persevere, Take It or Leave It. Persevere, une page de foot anglophone, qui suit la plus grosse page de foot anglophone, U Sports, au monde. C'est les plus gros au Canada qui couvrent le football universitaire canadien. Et on me demandait tout le temps, je suis l'ancienne Bishop, fait que dans le podcast, on me disait, qu'est-ce qui se passe à Bishop? Puis j'appelais tout le temps pour avoir des scoops, puis c'était vraiment juste le lack of leadership. Pas les joueurs all-star, pas le flashy receveur ou le meilleur linebacker, Gabroyer, mettons. Non, c'était genre Christopher Kramer, qui était notre linebacker de 4e année, qui, à chaque année, avait tranquillement pris un peu plus d'importance dans l'équipe. Jamais été un joueur flashy. Ça n'a jamais été la star jusqu'à sa dernière année. Là, il jouait comme une star. Mais c'est lui c'était le quarterback de la défense. Sans cliché, là. Hey, toi, voilà. Hey, même si Gab, qui était notre star, oubliait de quoi, Kramer disait, non, regarde, rappelle-toi, sur le film, là, on a ajouté, va dans ce gap-là. Puis perdre un gars comme ça. Puis ou dans le locker room aussi, s'il y avait des tensions, quelqu'un qui faisait moins bien, c'est Kramer qui allait voir la personne. T'sais. Puis pas juste Kramer, plein d'autres vétérans à chaque groupe de position. Je pense que j'étais un de ces vétérans-là à receveur, par exemple. Il y avait des vétérans à DB. C'est ça que ça prend. Ça prend beaucoup de talent, une équipe à maturité, mais surtout un corps de leadership important. Puis tout ça doit se mélanger en même temps avec un peu de chance. Puis là, je pense que c'est comme ça que tu peux gagner un championnat. Puis même là, je dis ça spécifiquement dans ma conférence, cette année-là, au foot universitaire, au Québec, j'en ai aucune idée de ça prend quoi gagner un championnat NCAA, j'en ai aucune idée de ça prend quoi gagner une Grey Cup, j'en ai aucune idée de ça prend quoi gagner une Coupe Vanier, mais je peux te dire, de l'extérieur, ça peut avoir l'air facile de gagner les Maritimes. J'ai essayé pendant 4 ans avec des gars, mes frères et le coaching staff, puis c'est arrivé une fois, puis c'était extrêmement difficile. Là. Mais je te dirais le corps de leadership. Merci d'avoir partagé ça, man. C'est sérieusement. Puis, écoute, c'est pas parce qu'on est dans la ligue la plus facile, entre guillemets, que c'est pas difficile, tu sais. Je pense ça reste du bon foot pareil, ça reste du foot universitaire. C'est quoi comment que le football t'a forgé? C'est quoi que t'as le plus appris sur toi-même dans toutes ces années de football-là? Très bonne question, ça. Je te dirais la résilience. Le fait... Tu sais, les choses dans la vie vont pas arriver instantanément. Certaines choses, oui. Hein. Il y a des trucs dans lesquels tu es extrêmement talentueux, tu essaies, tu es le premier, tu es meilleur que tout le monde, tu es là, wow! Puis il y a des choses que tu es moins bon que tout le monde. Tu es là, mon Dieu. Puis il y a des choses que tu es au middle of the pack, mais à la fin de la journée, la répétition va jamais te nuire. Faire quelque chose constamment, si tu aimes ça, puis ou que tu trouves que c'est important de le faire, puis tenter de t'améliorer à chaque fois, il y a quelque chose de humbling là-dedans. J'ai oublié le mot en français, mais il y a surtout... humble. Ouais, c'est ça t'aide à développer ton humilité, parce que tu te dis, mais mon Dieu, je suis vraiment moins bon que je pensais. Mais ça développe aussi des petites victoires. Puis c'est cliché, mais notre génération où tout est quand même plus rapide, pas notre téléphone, c'est de la dopamine instantanée, c'est un reward instantané, de développer ton cerveau à aller chercher des rewards difficiles, puis un peu à chaque fois. Genre, t'augmentes un tout petit peu ton bench press, t'augmentes un tout petit peu ton incline, tu deviens un tout petit peu plus rapide à ton 40 verges. Ça, c'est quelque chose que je pense que le football m'a amené, qui va toujours me set apart de beaucoup de monde. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais juste qu'ils n'ont pas eu ce luxe-là. Je pense, pré-Internet, pré-le monde globalisé, quand on était des sociétés un peu plus agriculteurs, par exemple, ou même le monde travaille dans des usines, t'avais pas besoin de jouer au football pour apprendre ces leçons-là. La vie était difficile. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, là, les citadins, on se réveille le matin, on est sur notre ordi, on prend un petit café, on regarde la série qu'on aime, tout est à portée de main, tout est facile. Le foot, de manière vraiment bien, c'est pas trop dangereuse. Je dis un bon mix. T'apprends à
apprécier que les choses sont difficiles, que ça prend du temps. Puis après, tu peux extrapoler ça à tout dans ta vie. C'est pas pour rien que beaucoup de joueurs de sportifs universitaires, quand ils sortent dans le marché du travail, dans l'entrepreneuriat, ils se démarquent des autres. Donc, ouais. Ça l'apporte tellement plus qu'on peut le penser, là, d'avoir joué, avoir fait partie d'un locker room de même, man. C'est quelque chose qu'on réalise pas, ça. Puis, tu sais, c'est Charles-Antoine Sinot qui me le disait, ça. Il me disait, tu sais, on a tellement plus à offrir qu'être juste un joueur de foot. Mm-hmm. C'est ça qui est hot. Puis que tu l'as réalisé, c'est hot. Même moi, d'une façon, je l'ai remarqué, puis ça m'a beaucoup aidé. En finissant sur BU, grosse nouvelle de BU en RSEQ. Je veux savoir, écoute, tu as l'air pas mal au courant de ce qui se passe. Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses. C'est quoi la vraie raison, tout ça? De ce que j'ai compris, la réalité, c'est que Bishop, le staff de football, n'avait aucun problème à retourner dans la RSEQ. C'était même un plan éventuel, mais pas tout de suite. Si c'était une décision qui aurait été prise que par le Football Operations part of things, ça aurait été pris après un deuxième, un troisième, un quatrième championnat. Une équipe qui est plus solide, une culture qui est plus solide, une culture qui est plus prouvée. La culture est solide, mais il faut la prouver. Un championnat, c'est un championnat. Tu deviens... l'important dans la vie, c'est confirmer les choses. Ceci étant dit, il y a eu des tensions du côté operations de la AUS. Donc, les dirigeants de la Conférence des Maritimes semblaient avoir des réticences par rapport au fait que Bishop était là et que Bishop commençait à devenir un programme qui pourrait devenir un programme qui reconfirme. Et que, attends, mais là, peut-être qu'on va pas avoir à domicile la finale de la Conférence maritime. Alors que le nom, c'est les Maritimes. Peut-être Bishop qui va hoster une fois pour 2 ans. Ça ne nous tente pas. Et nos équipes comme Saint-FX, comme St. Mary's, qui sont nos équipes dominantes depuis quelques années, ils doivent 2 fois par année prendre le bus s'ils se rendent en playoff pour aller à Bishop. C'est cher, il faut payer des hôtels. Et c'est ça, les Maritimes ont commencé à se plaindre à ce niveau-là. De ce que j'entends, c'est Saint-FX qui s'est un peu plus plaint. Puis... un des deals potentiels, ça c'est dans des articles internet, là, fait que ça peut être trouvé là, et vérifié, comme quoi ils ont proposé à Bishop de dire, OK, on va host, si on se rend en finale de conférence, on le fait à Halifax. On se dépourvoit de notre droit de hoster si on gagne, si on est les premiers de la saison régulière. Puis ça, Bishop n'était pas confortable avec ça. Ben, comprenant. Voilà. Donc, et comme quoi, il y aurait eu même une équipe au milieu de la saison, au début de la saison 2025 qu'on vient de jouer, ça s'alignait pour que Bishop domine encore. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Mais avant que Bishop finisse par perdre des matchs contre les gros clubs de la Conférence maritime, il y a un des clubs de la Conférence maritime qui a dit hey, nous, c'est notre dernière saison si Bishop y joue. Hein? Apparemment. Voilà. C'est tout ça. C'est ce cocktail-là. Et c'est là que la direction de l'Université Bishop a commencé à se dire ben, ça nous coûte cher à nous aussi là, d'aller dans les maritimes. On paye l'avion. On peut peut-être replacer ses fonds dans une équipe RSEQ. Maintenant, si tu veux mon avis personnel, si tu trouvais que tu n'étais pas l'équipe la plus riche dans la conférence des maritimes, bonne chance financièrement, là, pas football-wise, mais financièrement dans la conférence québécoise. Et c'est ça mon stress. Oublie la qualité des joueurs, la qualité du coaching, la qualité du scheme. Le football, c'est un business qui coûte très, très cher à opérer jour après jour. C'est 100 joueurs, du staff, de l'équipement, de la nourriture, des ressources. Est-ce que Bishop a le budget pour compétitionner dans la conférence où le budget est le plus haut au pays? Je sais pas. C'est la question. Voilà. Donc, à suivre. Ouais, exact. À suivre. Ouais. Mais, pour mettre en perspective, le football universitaire, c'est le seul sport universitaire qui est à la télé. Ouais. Fait que, c'est juste pour donner une idée à peu près de comme la grosseur du sport. Mm-hmm. Il serait pas à TVA Sport. Ça coûte cher, là, à TVA Sport, de se déplacer, puis les stades sont pas équipés en télé, là. Mm-hmm. Faut toute l'équipe. Ça coûte des milliers de dollars. Fait que, si TVA Sport se déplace dans des stades comme Sherbrooke, Carabin, tout ça, c'est parce qu'il y a une demande, tu sais. Fait que, le côté business de ce sport-là, là, il est là. Absolument. Fait que, non, c'est hot. T'as-tu un petit hot take pour la prochaine saison où tu vas... je sais que là, t'es vendu, peut-être BU, mais l'affaire qui pourrait être cool, c'est le retour de la Coupe du Maire.
Ouais. Ici, ça pourrait être cool. La rivalité Sherbrooke. Ouais, ça pourrait être cool. Je pense que, tu sais, pourquoi pas? Ouais. Moi, c'est un peu mentalité. Je voulais peut-être pousser un peu pour ça, checker. Me semble, il y avait les gars des mêlées. Je sais plus si c'est Arnaud qui l'a sorti ou Brandon Bisson, qui lui est un gars avec qui j'ai joué à Montmorency, qui travaille pour les mêlées. Il est pas devant la caméra, mais il est comme dans il les aide dans toute la structure. Là. Je pense que c'est lui, il a fait un tweet où il disait on devrait avoir un rivalry week au football RSEQ maintenant qu'il y a le retour de Bishop. On a une semaine où on a un Laval-Montréal. On a un Concordia-McGill. Puis on a un Bishop-Sherbrooke. Ça sont tous mis à la télé par TVA cette semaine-là. Puis ça pourrait être un truc vraiment le fun. Parce que maintenant, on a 3 rivalités. Les 2 écoles anglophones, le Montréal-Québec, puis les 2 écoles de Sherbrooke. C'est le fun. Les écoles anglophones de Montréal, pardon. C'est sûr, ça marche. Ouais, okay. Il y a des idées. Moi, mon hot take, c'est que Bishop pourrait aller chercher un match contre Sherbrooke. Voilà. Ah ouais, OK. J'ai hâte de voir ça, mais moi je suis excité, man. C'est le fun parce qu'à cette heure, genre, je parle pour moi, je veux d'aller à Sherb, on les voyait toutes les universités. Là. Exact. Mais là, ça va être aussi à Bishop. Ouais, là, t'as 2 fois plus de. Exact, on va pouvoir plus se promener puis tout ça. Fait que c'est vraiment cool. 2025, mais en fait, l'an dernier, tu as décidé d'aller en Europe, suivre un peu ton parcours de foot. Comment tu as eu l'opportunité, en fait, pour aller jouer là-bas? Dans le fond, c'est un site qui s'appelle Europlayers, que j'invite tous les joueurs québécois là, qui s'apprêtent à finir leur parcours, qui ne vont pas jouer en CFL, de s'inscrire dessus. Puis c'est un site, il faut comprendre que les ligues de football en Europe, comment ça fonctionne, il y a des quotas de joueurs européens. Souvent, il y a le quota de joueurs natifs. Okay? Donc, je suis une équipe en Allemagne. J'ai le droit que 80% de mon roster soit allemand. Ensuite, j'ai le droit à 10% de mon roster qui peut être, ou 15% de mon roster qui peut être européen. Puis ensuite, j'ai le droit à quelques joueurs qui peuvent être nord-américains. Et ces joueurs-là, ils cherchent leurs joueurs nord-américains. Normalement, ils veulent des Américains, des gars des États-Unis. Puis après, ils settle pour des Canadiens. On est comme les Américains B, on est moins bien vus. Mais c'est cool, si tu négocies bien tes affaires, ton vol est payé, ton logement est payé. Des fois, tu peux avoir un deal de nourriture, un moyen de transport t'est donné, ton gym est payé et tu as un salaire. Et moi, la première fois de ma vie, j'étais sur un scholarship toute ma vie, toute ma carrière universitaire à Bishop. J'ai pas payé pour l'école, mais j'ai jamais été payé pour jouer au foot. Là, cette expérience à Genève, j'ai été payé pour jouer au foot. C'est quand même... J'ai encore moins de personnes sur la Terre qui peuvent dire qu'ils ont été payés à jouer au football. Donc, c'est une case vraiment cool à cocher, personnellement. T'as trouvé comment Là, t'as joué universitaire au Québec. T'as pas joué pro, mais je suis curieux de savoir la différence de niveau. T'sais, si tu avais à comparer, tu comparerais ça à quoi? C'est une bonne question. C'est difficile à comparer parce que faut comprendre que la structure du foot en Europe, à part les 2 grandes ligues récentes, qui sont les ligues comme pro, semi-pro, mais les structures des ligues de pays qui existent depuis longtemps, c'est comme, pour eux, pour les Européens, c'est l'équivalent du football civil. Dans le sens que eux, ils font juste s'inscrire au club du coin, font des try-outs, s'ils ont assez de monde, s'ils n'ont pas assez de monde, tout le monde fait l'équipe. Puis ensuite, ils importent 2-3 joueurs, puis ces gars-là sont comme souvent des joueurs de calibre qui ont joué à l'Uni, puis qui sont payés, logés, accommodés. Tu sais, des fois, les Européens, mettons que tu es une équipe allemande, tu vas chercher un Autrichien, lui, il est peut-être pas payé, mais il est accommodé et tout. Ces gars-là augmentent le niveau, mais il y a de tout. Tu sais, il y a le gars local qui joue senior, qui est très bon. Tu sais, il joue depuis 15 ans, il s'entraîne à côté, il regarde du foot et tout. T'as aussi le gars local qui a commencé l'an dernier. Mais mélangé à ça, t'as un gars qui a joué à Texas A&M il y a 5 ans aux États-Unis, puis depuis, il joue en Europe. Donc, c'est la disparité de niveau qui n'a aucun sens. Puis quand t'es un import, tu vas être aligné contre l'autre import si possible. Donc, à Genève, quand j'ai joué à receveur, ben, le DB devant moi, c'était un gars qui était un All-American NCAA D2. Quand je jouais DB, ben, il me demandait de couvrir le receveur américain de l'autre équipe. Tu comprends? C'est sûr que si on arrive puis l'autre équipe, leur import, c'est juste des O-line, ben là, bon, je suis correct. Mais quand j'étais aligné devant un Européen, c'était la collégiale, division 3, division. Quand t'es aligné devant un Américain, des fois, ça feel comme le U-Sports, même plus, dépendamment de c'est qui l'Américain. Ça, c'est les ligues de pays. Maintenant, depuis 2-3 ans, il y a la European League of Football. Là, c'est un peu compliqué parce que pile là dans le off-season actuel, ils viennent d'avoir un dispute, puis la ligue se sépare en 2. Il y a la moitié des équipes qui forment la AFLE, American Football League Europe, puis les autres équipes
qui sont restés avec l'ELF. Ils ont rebrand, il s'appelle EFA, European Football Association. Fait que là, j'ai bien hâte de voir si ça va fonctionner. 2 ligues dans un pays dans un continent où le foot n'a pas une super culture. Mais ça, ces ligues-là, là, ça joue au foot. Tous les Européens qui sont dans ces équipes-là, ils jouent depuis longtemps. Ils ont presque tous des parcours, soit au Canada, soit aux États-Unis. Ou au pire, ils ont joué en Allemagne, ils ont joué dans les gros pays européens. Puis après, ils vont chercher des imports. Puis là, les imports, c'est pas des gars qui ont joué NCAA2, là. Non, c'est des gars qui ont été cotes de la NFL, cotes de la CFL. OK, wow, quand même. Exact. Puis là, ces ligues-là, ça joue au foot. Ça, je comparerais à U-Sports en termes de calibre. Mais si... moi, puis lui, on avait ce débat-là sur le podcast. Mettons que tu prends les champions de la Coupe Vanier puis les champions de l'ELF de l'an dernier, je pense quand même qu'il y a un petit avantage aux champions de la Coupe Vanier parce qu'ils sont rodés. Je veux pas, même si là, le niveau fait plus de sens, puis en termes du calibre de joueur global, ils pratiquent pas tous les jours, ils n'ont pas des meetings tous les jours parce que les Européens de l'équipe, ils ont des day jobs. Ouais, c'est ça. Donc, on est quand même plus... Tu sais, nous, on a un camp d'entraînement complet. On lift tout ensemble, tout l'hiver. Les gars sont dans l'équipe depuis 4-5 ans. Ces équipes européennes-là, c'est souvent des mercenaires. C'est des gars qui viennent pour 1 an, 2 ans. Donc, le meilleur joueur de l'équipe européenne, sur le moment, il est meilleur que ton meilleur joueur U-Sports parce qu'il y a de chez la NFL, il y a de chez la CFL. Mais globalement, on va peut-être les battre en exécution. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça te donne une idée de ça ressemble à quoi l'Europe comparé au Canada, à mon avis, mon humble avis. Voilà. Intéressant. J'ai pu comprendre aussi que toi, c'était le choc culturel un peu qui t'avait ébranlé. Le choc culturel football, il faudrait être clair avec moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve, ça m'avait... Autant que j'avais... on va en parler tantôt, je pense. Là, j'étais beaucoup allé en Europe comme créateur de contenu ou commentateur, descripteur. Fait que j'avais vu du foot en Europe, mais de le vivre, le manque de sérieux de certaines équipes dans le day-to-day, dans les pratiques, dans la manière de traiter les blessés et tout, en sortant de Bishop, où un affaire à Bishop, c'est que c'est vraiment, vraiment sharp. Toute la vie d'un joueur de football qui joue pour l'Université Bishop, accès aux physio, les facilities, l'horaire, la muscu et tout. J'étais comme pas prêt à... Premièrement, j'étais vraiment chanceux. Je suis resté en santé à Bishop. Puis là, j'arrive en Europe pour la première fois. Je jouais receveur ADB tous les matchs. Fait que je me blesse rapidement. C'est crazy, ça. Je me blesse rapidement. Et il y avait pas tant de ressources. Voilà, c'est juste ça. Après, moi, je suis pas allé jouer en Allemagne ou en Autriche, qui sont des gros pays. J'étais allé jouer en Suisse, qui est un pays où il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas le pays le plus développé football-wise. C'est souvent comme ça, ton tout premier contrat que tu vas signer en Europe. Tu vas aller dans un pays un peu moins développé football, tu pètes la ligue, puis après, là, on te fait un peu plus confiance. Parce que souvent, les équipes européennes, ils veulent que tu aies quand même un background européen dans ton football parce qu'ils savent très bien que tu as des gars qui arrivent des États-Unis et qui transitionnent super bien. Puis des gars qui arrivent des États-Unis qui sont comme, mais mon Dieu, c'est tellement mal organisé, puis ils transitionnent mal. Ils sont trop habitués à être bien traités dans les... Tu sais, tu viens de UCLA, puis tu vas jouer en Europe, là, ton choc de comment tu es traité va être fou. Donc, voilà. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, tu sais. On fait juste parler, mettons, collégial ici. Ben, tu sais, moi, perso, j'ai été très bien traité. Exact. Collégial. Ouais, ben t'étais à Lennox, là. Mais ouais, t'as pas un locker room en Europe, là. Tu traînes ton équipement avec... Ben, pas certaines places, oui, mais tu traînes ton équipement. Ton physio, c'est peut-être un joueur de l'équipe, puis c'est genre 30 minutes avant la pratique, il met une chaise à côté, même s'il pleut, puis là, il te traite 2 secondes. Tu sais, c'est... Faut que t'aimes le foot, là. Ça ressemble à du foot. Faut que t'aimes le foot. Ça ressemble à du foot senior, mais t'es payé. Tu voyages complètement gratuit. Tu pratiques 2 fois semaine. Tu joues des fois 1 fois ou 2 semaines. Fait que tu peux... tu voyages. Tu te promènes en Europe, tu découvres le continent, tu fais des échanges culturels incroyables, tu rencontres des gens, tu deviens ami avec des gars qui t'étais jamais censé les croiser. Malade, tu vis des choses incroyables. Tu joues des positions que tu n'allais pas jouer. Charles-Antoine, quand il est allé jouer en Europe, il jouait QB. La dernière fois qu'il avait joué QB, c'était au secondaire. T'sais. That's crazy. Fait que c'est ça. Moi, j'ai joué safety, man. Déjà que tu jouais DB aussi. Ouais, je jouais pour toi, je sortais pas. Fait que c'était vraiment cool. Au final, moi, ça s'est écourté, man. J'ai seulement joué. Je suis resté 1 mois. J'étais là pendant 4 matchs. J'en ai coaché 2. Parce que j'étais coach aussi de l'équipe junior. Yo, that's crazy. Puis j'étais special team coordinator de l'équipe adulte dans laquelle je jouais. C'est moi qui runnais le kick-off et le kick-off return. Ouais, mais tout ça pour dire... après 1 mois, je me suis déchiré l'esquio, mais j'allais rester quand même, j'allais finir la saison, mais surtout, j'avais des problèmes de visa. En gros, il y a toute une question de visa et tout. Puis mon équipe, encore une fois, dépendamment où tu vas, c'est pas tant organisé. Ça te peut me dire ton visa va être fait. Puis au final, le gars qui était comme président du club, il avait notre âge, il avait jamais fait des demandes de visa dans sa vie.
Donc voilà. Moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut aller en Europe, là, découragez-vous pas de mon histoire, c'est incroyable l'Europe. Juste aller dans des programmes établis, des programmes qui ont eu beaucoup d'imports et tout. Nous, on est allé à un programme qui voulait devenir un programme établi, puis qui était bien content d'avoir moi et un autre créateur de contenu pour aider à la visibilité. Puis au final, il y avait des bonnes intentions, mais ils n'ont pas été capables de les appliquer. Voilà. Puis mettons à l'inverse, comment eux perçoivent le football au Québec? Ah ouais, ça c'est très très bonne question. Les Français connaissent très bien le football au Québec, puis les joueurs français veulent venir au cégep. Ça, pour eux, c'est un stepping stone pour les États-Unis. C'est comme le rêve. C'est comme un jour, je vais aller aux États-Unis, mais au Québec, ils parlent français. Le foot est peut-être un peu moins bon qu'aux États-Unis, mais il est bien meilleur qu'en France. Donc, mon opportunité de voir si je suis capable de jouer dans le continent, puis après, peut-être aller aux États-Unis en NCAA. Là, récemment, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un nouveau président de la Fédération française de foot américain. Moi, je suis quand même beaucoup impliqué dans le foot en France. Puis récemment, j'étais invité dans une émission pour débattre avec lui. Une émission de foot française en ligne. Fait que j'embarque. Pour débattre? Ouais, parce que lui, son nouveau hot take, c'est le Québec nous dépouille nos joueurs français. Et genre, la France, on doit limiter ça. Puis genre, on doit arrêter ça. Genre, faut qu'il y ait une limite de joueurs français qui peuvent partir au Québec parce qu'on les perd. Puis au final, genre, on n'a plus de championnat junior. Genre, on n'a plus de championnat pour les jeunes Français. Ouais, puis là, on a eu un gros débat sur ça. Puis moi, j'ai dit, le Québec, on perd nos meilleurs joueurs aux États-Unis. Puis on dit pas on va faire des règles pour pas qu'ils partent. On essaye d'améliorer notre football québécois. Fait que c'est à vous d'améliorer votre football français pour que les kids, ça soit pas comme « Hey, je suis un peu bon, faut que je cours au Québec. » C'est « Je suis un peu bon. Si je suis dans un bon programme, une bonne structure européenne, je peux rester ici. » Puis ça aide qu'il y ait des équipes professionnelles qui commencent à se créer comme dans la Ligue européenne dont je te parle pour que ces jeunes-là aient des perspectives d'avenir dans leur pays, en Europe. Parce qu'au Québec, oui, tu rêves des États-Unis, mais la réalité, c'est que tu peux jouer secondaire ici, cégep, uni, CFL. Fait que là, je viens de te créer un parcours potentiel, aussi rare soit-il, potentiel où tu peux vivre t'éduquer avec le foot toute ta vie, ensuite en vivre. En Europe, il n'y a pas ce parcours linéaire que je viens de te créer. En tout cas, il vient d'arriver, puis il n'est pas sûr. Puis même quand tu joues dans la Ligue européenne, si tu as un passeport européen, tu n'es pas payé un salaire pour en vivre à l'année longue. Donc, pour toutes ces raisons-là, les kids, ils rêvent du Québec. Ils rêvent encore plus des États-Unis, mais aujourd'hui, je pense que tu l'as vu, là, le nombre de Français qu'on a au U-Sports, collégial, puis bons joueurs, là, juste dans les Carabins qui viennent de gagner la Coupe Vanier. Je pense à Lucas Dembélé. Non, c'est pas Dembélé. En tout cas, le running back numéro 4, j'ai oublié son nom. C'est un Français? Ouais. Le safety numéro 8. J'ai oublié son nom aussi. Je m'excuse. Hassan Dosso, que tout le monde connaît. Juste là, 3 Français. Il y a un O-line aussi, un center. Le starting center, c'est un Français. C'est tous des gars qui ont commencé à genre au Diable Rouge de Villepinte, au Météore de Fontenay-sous-Bois. Ouais. C'est tous des gars qui ont commencé leur foot civil en France. Ouais. Donc, c'est hot, ça. Mais que t'ailles débattre, c'est quand même pas pire, ça. C'est pas pire. Ça finit comment, ça? On est venu Il a dit qu'il était d'accord avec mon point, que c'est à la France d'améliorer ses infrastructures, mais qu'ils ne pourraient pas améliorer leur infrastructure s'ils perdent tous leurs jeunes. Puis il dit à la fin de la journée, Nick, vous, là, nous, on est 60 000 licenciés de football américain en France. Si j'en perds 200 à chaque année au Québec, je pense que ça fait beaucoup plus mal que vous qui perdez 200 Québécois. Aux États-Unis, le football s'est implanté dans votre culture. Nous, c'est un sport tierce et pire. Là. C'est genre le 8e sport, là, le 10e, 15e sport. Nous, déjà, on trouve qu'on est petit comparé au hockey, mais ça reste qu'il y a une culture du foot au Québec, puis on va pas manquer de jeunes. Non, c'est ça, exact. Voilà. T'sais, la majorité, ils ont fait plusieurs sports pareils. Exact. Le foot est là, la majorité des écoles en ont, puis exact. Le civil est encore bien implanté. Donc, je peux comprendre le point. La création de contenu. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé, en fait, dans la création de contenu? Parce que, on va pas se le cacher que moi, ça va faire 1 an que je suis un peu là-dedans, là, de créer un podcast, de poster des choses sur les réseaux. C'est quand même un step. En fait, bon, ça dépend pour qui, là, mais moi, j'avais une certaine vision des choses, donc j'étais prêt à sauter le gap. Mais c'était après avoir parlé avec certains de mes amis puis d'autres personnes dans mon entourage que j'ai remarqué qu'en réalité, c'est vraiment pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Est-ce que tu t'es fait niaiser un peu au début? Sais-tu quoi? Je sais pas si c'est dans mon tempérament de personne ou que les gens sont juste trop gênés de me le dire, mais je me suis pas fait tant niaiser que ça. Okay. Tu sais, des fois, je vais avoir des calls genre hey, c'est l'influenceur football. Genre. Voilà. Mais tu sais, rien de négatif. Exact. Okay. Rien de négatif. Pourquoi toi, tu as décidé de te lancer?
Ça s'est fait organiquement, je t'avoue. On recule un tout petit peu. J'arrive à Montmorency en 2019. Puis il y a un Français qui débarque, c'est le seul Français de l'équipe. Puis il a une grosse personnalité. Puis il est content d'être là, mais il est content d'être là. Et moi, en 2019, personnellement, j'étais pas extrêmement content d'être à Montmorency, là. Je voyais ça comme un échec. Je voyais ça comme je viens de gaspiller mes 3 dernières années, puis c'est ma dernière chance. J'ai 21 ans, j'étais encore au cégep. Alors que moi, j'étais un bon étudiant. Là. Je voulais graduer en 2 ans et demi. Là. J'étais à une 4e saison collégiale, j'ai pas d'offre universitaire. Bon. Puis là, je rencontre un Français qui. Je rentre dans la room, il est moins beau que celui de Vanier. Dans les facilités. Tout, je compare au négatif. Puis Léo, tout, il compare au positif. Tout est meilleur qu'en France. Tout est plus nice. Il est juste trop. J'ai traversé le pays, j'ai une autre opportunité de jouer au foot. Puis ça m'avait. Je trouvais ça. C'est comme magnétique. Tu sais, la positivité, ça va toujours aller plus loin que la négativité. Donc, ça m'a assez rapidement. Ça a pris peut-être une semaine. Puis je me disais, je suis poche, là. Je suis vraiment négatif pour rien. Et en même temps, on développe une amitié. En même temps, Léo, c'est un grand travailleur. Puis il voyait bien que je connaissais mon foot. Et donc, on s'entraîne à côté. Il me pose des questions. Je m'entraînais beaucoup, mais il m'incite à m'entraîner encore plus. Hey, on va-tu au terrain et tout? Donc, lui, il apprend beaucoup footballistiquement de moi à ce moment-là. Mais moi, je le vois aller, là, à ce moment-là, il est YouTuber à temps plein. C'est comme ça qu'il paye ses études. C'est comme ça qu'il paye toute sa vie, lui. Pour vrai? Ouais, Léo, le dernier job qu'il a eu, c'était 2016, dans un hôtel. Après ça, il est toujours bête sur lui-même. Je fais mon YouTube. Donc, cet ami avec qui je commence à passer plus de temps, ben, lui, il me voit comment je travaille footballistiquement, mais moi, je le vois comment il travaille dans ce monde de la création de contenu. Puis au début, je trouvais ça juste intéressant. Je commençais à lui donner des idées, poser des questions, recommander des choses. Hey, au Québec, il n'y a personne qui fait ça, puis on parle quand même la même langue. Tu devrais exploiter le Québec, etc. Puis de fil en aiguille, j'apparais dans les vidéos. On a fait des vidéos, justement, on s'entraînait toute la COVID, puis il me filmait. Il me disait, ben Nick, parle à la caméra, explique l'entraînement qu'on fait, parce que c'était moi, lui, Dudley Jones, qui a joué au Carabin, Rodney Estimé, qui a joué à Ottawa, plein de receveurs qui venaient comme ça. Puis c'est moi qui runnais les drills, parce que c'était ma session. Les gars étaient comme, écoute, Nick, dis-nous ce qu'on fait. Fait que lui, il a filmé ça, il a mis ça sur YouTube. Là, il y a des retours, des commentaires. Lui, il a toujours eu une audience là, quand même établie. Hey, c'est qui lui? Il est cool, nanana, Nick. Voilà. Puis, donc là, je commence à prendre des followers sur Instagram. Puis là, tranquillement, Léo était comme, ben, fais tes affaires à toi aussi, filme du contenu et tout. Mais au moment où ça s'est concrétisé, c'est à ma 2e année à Bishop, il y a un de mes coéquipiers à l'époque, David Chaloux, qui me dit, hey, j'aimerais ça qu'on parte un podcast. Parce que j'avais déjà commencé à faire du contenu avec Gators Football. On dirait que je n'étais pas confortable à créer du contenu sur ma page. J'aidais Léo dans ses affaires. Puis, ben, Bishop avait besoin de quelqu'un qui handle l'Instagram. Pourquoi pas? Donc, je faisais des capsules, Ice Bath Confessions. On est tous dans l'Ice Bath pendant le camp. J'ai vu ça. Ouais. Tu vois, puis je pose des questions aux gars pendant qu'ils sont dans l'Ice Bath. Je rentre dans le locker room puis je demande ton style de fille. Là, ça j'ai compris que l'université n'avait pas de temps, celui-là en particulier. Mais des trucs de même. J'avais pris des photos des gars, le trend, là, les gars sur Facebook. Tu prends la photo de quand ils sont jeunes, tu les fais réagir. Des choses comme ça. Des stories, jour de match, des trucs comme ça. Et un gars qui s'appelait David Chaloux me dit, hey Nick, j'aimerais ça partir un podcast de football. Puis j'ai pensé à toi. Puis là, moi, j'aimais vraiment le podcast de Pat McAfee à l'époque. Là, je lui avais dit, OK, on le fait avec 2 autres coéquipiers de Bishop. Puis j'avais mes 2 gars en tête. Mais je lui ai dit, attends, par contre, parce qu'il y a Léo avec qui on dit qu'on devrait partir un podcast depuis comme 1 an et demi maintenant. Laisse-moi juste lui dire que je pars ça avec toi, par respect. Parce que ça fait 1 an et demi, puis ça stagne. Léo, il disait, je veux pas faire un podcast à distance. J'appelle Léo ce jour-là, je dis, ouais, à part si tu me dis qu'on part notre podcast demain, je vais lancer un podcast avec des gars de Bishop. On part notre podcast demain. Il était comme, non, je te perds pas. Et c'est là que Sans Stress est parti. Puis c'est là que je pourrais dire que j'ai assumé, OK, je suis un créateur de contenu. Puis ça a déboulé sur tellement de choses, man. Genre, entre-temps, j'ai eu ma première expérience télé. Fait qu'en 2023, je voyage en France pour filmer des épisodes du podcast. Puis Léo joue en finale française de foot américain. Puis la finale est broadcastée sur YouTube, mais aussi broadcastée sur une chaîne française qui s'appelle Sport en France, qui normalement broadcast jamais le foot, mais il broadcast pour les finales, à l'époque. En tout cas, maintenant, il broadcast des matchs importants aussi. Puis j'arrive pour regarder Léo, puis dans le train, en route, j'atterris à Paris, puis il faut que je prenne le train pour aller à la finale qui est dans l'est de la France. Puis dans le train, je croise la Fédération française de football américain. Toutes les dudes qui, eux, s'en vont au match pour commenter le match, faire les articles. Et tout. Puis il y a un gars qui s'appelait Brice, qui s'appelle encore Brice Jacques-André Coquin, qui, lui, faisait du contenu foot en France. Puis il me dit « Hey, Nick! » Puis lui, c'était le commentateur du match. Je dis « Hey, Brice! » On se connaissait d'Instagram. «
Hey, j'étais avec tous les gars de la Fédé. Justement, on n'était pas sûr, mais les gars, ils t'ont reconnu de loin. Ils disaient, hey, je pense que c'est le gars du podcast avec Léo. Viens, on s'assoit. Fait que là, on s'assoit, on parle pendant toute la ride de train. Puis, long story short, quand j'arrive en France, on m'offre d'être le sideline reporter pour ce match. J'ai jamais fait la télé de ma vie à ce moment-là. Fait que là, je le fais, ça se passe bien. On m'offre de le refaire l'année d'après. Ça se passe bien. L'année d'après, les championnats européens de flag football se font hoster à Paris. On m'offre d'être ambassadeur et commentateur pour la Fédération internationale de flag football. L'année d'après, je gradue de Bishop. Le TVA Sport m'offre d'être le sideline reporter, comme j'ai fait en France, pour la finale du Bol d'Or, collégial D1. Fait que j'ai fait le Knox contre CNDF là, à Trois-Rivières. Puis là, j'ai fait le halftime cette même saison du match Concordia-McGill pour parler de Bishop qui allait peut-être sortir des Maritimes. J'ai été commentateur pour ici.tv pour le soccer universitaire. Le championnat de soccer universitaire. Fait que j'ai commenté les Carabins, Toronto, les Patriotes de l'UQTR. Puis là, tout récemment, on m'avait contacté... Excuse-moi, la même saison, on m'a contacté pour être annonceur maison pour le collège André Grasset. Fait que là, j'ai fait du stade. Sick. De là, on m'a contacté pour faire le flag football du Carabin, le premier championnat U-Sports officiel. Puis là, c'est là que j'ai rencontré la fille du Carabin qui gère ça. Puis là, maintenant, je fais le volleyball depuis cette saison, cet hiver, du Carabin. Fait que pourquoi je te dis tout ça, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est pour te dire, ce podcast-là a déboulé à une passion que j'ai découvert, puis je gagne ma vie aujourd'hui de tout ce que je viens de te nommer ensemble. J'ai pas de job, vraiment. C'est hot. C'est ça mes jobs. Tu sais, c'est des jobs, là. Mais... Ouais. C'est quoi la vision? J'aimerais vraiment ça, plus en plus. Parce que, tu sais, avant, on dirait que j'avais pas de vision claire. Je veux juste continuer. Ouais. Mais là, plus je touche à des affaires, j'aimerais vraiment ça, être commentateur temps plein. J'aimerais vivre... Moi, mon but, en 2028, je vais le dire sur le pod, comme ça, c'est concret. En 2028, si je peux être aux Olympiques pour commenter le flag football, ça, là, genre, ce serait extraordinaire. Là. Puis c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai accepté le gig de soccer, U-Sports, que j'accepte le volleyball. Parce que je pense pas... Peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'aux Olympiques, ils prennent un spécialiste de flag football. Non, ils veulent quelqu'un qui peut se faire 2, 3, 4 sports. Puis là, depuis 2 semaines, je suis inscrit à une école pour les gens qui sont en médias comme moi, mais qui veulent se professionnaliser. Puis les enseignants, c'est tous des gens qui ont un micro, soit à la radio, soit à la télé. Puis j'ai déboursé pour cette formation parce que je me suis dit, ça y est, là, c'est plus juste le fun, c'est plus juste, ça marche. Non, je vais me donner les moyens comme au football. On s'entraîne au football, mais là, je m'en vais me chercher une formation parce que moi, j'ai pas un bac en journalisme, j'ai fait des études en administration. Donc, c'est une école qui est réputée. Des gens comme Didier Orméjus me l'ont recommandé, par exemple. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir. Je finis avec ça, j'avais complètement oublié. Didier Orméjus, il faut que je lui donne son shout-out. J'ai eu la chance de faire un reportage pour RDS qui est passé sur les ondes de RDS à Londres pour la NFL à cause que moi et Didier, on a connecté à travers le podcast. Puis il trouvait ça nice. Puis il m'a donné une opportunité. C'est ah, man, des fois, j'y crois pas encore. Mais ouais, faut que ça continue. Non, exact. Je te le souhaite, man. Sérieusement, c'est hot. T'as pris le step, puis c'est hot de voir ça. C'est fou, man. Les gens que tu vas rencontrer, puis tu sais pas où est-ce que ça peut t'amener, mais veux pas. C'est une question de contact, puis qui t'a rencontré, qui tu connais, puis ça t'amène là. Mais, man, c'est hot. Je te le souhaite. 2028. Je vais te voir, man. J'aimerais ça. Je vais te voir, man. Je vais t'écouter. Là. J'aimerais ça. Durant le fait que c'est vrai, c'est rendu en 2028. Ça va être un sport officiel maintenant. Les Jeux Olympiques. Hein. Ouais. Ça va être très sick. Ça t'a permis aussi de voyager beaucoup. Exact. Ton podcast, mais aussi la création de contenu, tout ça. La dernière, t'es allé à Londres, c'était NFL Academy, il me semble. Exact. On est allé faire NFL Academy, puis le match, la NFL Broncos Jets. Ouais. On était envoyé par NFL... RDS, pardon. RDS qui est NFL International. Comme ça qu'on a eu accès, puis on était rémunérés, puis tout. Là, c'était vraiment fun. Tu as fait aussi Sao Paulo. Ouais. Raconte-moi un peu. Ça, c'était NFL Canada. NFL Canada? Ouais. Raconte-moi un peu c'est ça, tu sais, l'expérience de tout ça. Tu sais, là, tu as vécu, juste en général, les matchs de foot, la NFL. Là, tu me disais, NFL Canada voulait un peu de contenu, tout ça. Je suppose que c'est parce que tu as des passes médias, tu n'es pas aux places où que les gens sont habituellement. Ouais, donc, c'était quoi la perspective, l'expérience de ça? Ouais, c'est incroyable. Ce qui est vraiment cool des matchs NFL à l'international, c'est que c'est des petits Super Bowl.
Puis je pense que dernièrement, un des représentants de la NFL, il a dit ça aux nouvelles. Il a dit ça sur un article journal. J'ai toujours senti que c'était ça, mais je savais pas que la NFL le voyait comme ça. Il le voit comme c'est pas un match de saison régulière parce que c'est un endroit où on y va soit une fois par année ou quelques fois par année comme Londres ou pour la première fois comme là, Paris, ça a été annoncé. Puis, donc, c'est pas une célébration des deux équipes qui jouent, là. C'est une célébration du foot. C'est comme tu vas au match, puis il y a des jerseys de toutes les équipes. Il y a des jerseys de college football, il y a des jerseys des équipes locales. C'est vraiment comme tout le monde qui aime le foot puis qui se sent dans ces... Faut comprendre qu'en Europe, t'as les passionnés de foot, c'est très niche, mais t'as aussi plein de monde qui sont comme votre sport bizarre d'Américain où vous mettez des casques. Fait que ces gens-là, ils se sentent un peu comme tout le temps oppressés, là, c'est pas le bon mot, mais ils se sentent tout le temps comme niaisés par les fans de soccer, les fans de handball, les fans des sports comme rugby, les fans des sports plus crédibles sur le continent européen. Donc, eux, quand la NFL vient, c'est comme, enfin, c'est une célébration de nous, notre communauté, nous qui y croient depuis longtemps, tu sais, genre depuis le temps de la NFL Europe, mettons. Donc, mais comment on a des accès, c'est toujours bizarre, là. C'est jamais clair, mais en gros, Léo, c'est le plus grand créateur francophone de football au monde, aujourd'hui. Puis moi, j'ai fait des études en administration. Fait que quand j'envoie un email, ben, c'est comme ça que je le vends. Puis c'est plus facile pour moi de vendre mon associé que pour lui de se vendre. Donc, ça aide par exemple, quand il y a un match en France, ben, c'est clair que pourquoi tu n'inviterais pas le plus grand créateur francophone de la niche? Ensuite, quand c'est des pays comme le Brésil, puis c'est un peu plus difficile pour nous d'avoir un accès, ben, c'est là que j'avais fait le podcast, j'avais eu 2-3 opportunités à la télé. On a le podcast, pardon. J'avais eu 2-3 opportunités à la télé. À travers tout ça, j'ai rencontré Didier. Didier, c'est quelqu'un qui... J'avais aussi... chaque match à l'international, j'embarquais sur le podcast à Didier pour que son audience ait un accès au match international. Et de là, j'ai développé une relation avec Didier. Puis je sais que Didier, c'est comme quelqu'un... C'est un icône à RDS là, depuis qu'on est petit. Il a été parodié par les Simpsons. T'sais. Donc, je savais que si j'avais une idée de quelque chose, je pouvais tout le temps le proposer à Didier. Ça veut rien dire que... Tu sais, c'est ça. Il faut que tu le proposes à Didier, mais il faut qu'il soit down. Après, il faut qu'il le propose à son producteur. Puis il faut que le producteur soit down. Puis dans les réseaux aujourd'hui... Excuse-moi, dans la télévision aujourd'hui, ils coupent de l'argent. Là, ils sont pas en train d'en ajouter. Ce qui aide, c'est que moi, puis là, on est une équipe de deux. On est à deux, on a un gars de son, on a un monteur, on a un idéateur, on est la fille qui gère le voyage. Fait que nous, on demande notre cachet à moi puis Léo, puis on fait tout. On te donne la vidéo clé en main pour te mettre en onde. Alors qu'une production télé, normalement, là, ça voyage avec du monde, là, tu comprends? Ouais. Donc c'est là, je pense qu'on vient de tirer notre épingle du jeu. Puis ce qui a aidé, c'est que l'année d'avant, à son propre compte, Léo habitait en France, puis moi, je joue encore à Bishop. Puis il y avait un match NFL à Londres. Puis Destroying avait parlé à Léo parce qu'on avait créé des événements 1 contre 1 à Paris et à Montréal dans l'année. Puis ça avait bien fait sur YouTube. Celui à Paris a fait 350 000 vues. Celui de Montréal a fait comme 100 000 vues. Et ça a été vu par Destroying. Parce qu'il ne veut pas Destroying, s'il est intelligent, il va toujours regarder sa compétition ou des gens qui s'inspirent de lui, peu importe. Puis ça avait vu, il y a du monde en français qui ont repris mon concept. Destroying a DM Léo. Ou plutôt, je pense, Destroying était en France, il voulait aller voir un match. Il a demandé around, puis quelqu'un a dit il faut que tu écris à Léo Sartel. Genre, c'est Léo Sartel, le créateur de foot français, fait qu'il a DM Léo. Ils ont gardé contact, puis Destroying faisait son one-on-one à Londres, au même moment, la même semaine qu'il y avait les matchs NFL à Londres. Léo était son ACL à ce moment-là. Fait qu'il pouvait pas participer lui-même. Puis il se dit, qui est vraiment bon en one-on-one, que mon audience aime beaucoup, puis qui le ferait? Ben moi, puis ça donne qu'on était en bye week avec Bishop. Je reçois un appel. Hey, peux-tu prendre un avion demain? On s'en va au one-on-one de Destroying, tu participes, puis après on s'en va à la game NFL à Londres, on va faire une vidéo YouTube. Bah, j'appelle Shérif. J'appelle Shérif. T'es pas un grand fan de l'idée, on est en pleine saison, là. Il me dit, garde ça low-key, vas-y. Ça, genre, dis-le pas à tout le monde, juste vas-y, puis le monde saura après. J'y vais. J'ai raté une pratique à cause de ça, pour te dire. J'y vais. Je finis 4e du one-on-one, man. Ouais, sur YouTube, là, c'est Destroying One-on-One Londres. Et puis sur la chaîne à Léo. Et de là, le lendemain, on va au match NFL à Londres, puis on fait une vidéo YouTube. Vraiment nice. Puis je dis, allez, on devrait interviewer le monde dans la rue, puis leur demander s'ils connaissent les équipes NFL, puis faire un quiz, puis on regarde juste les mauvais. Tu sais, comme les quiz de Guy Nantel quand on était petits, puis on le met, puis on regarde le monde de l'année, ils connaissent même pas la NFL, mais c'est une blague, genre. Fait que quand
fast forward l'année d'après, on propose ça à Didier. Didier propose ça au producteur. Le producteur dit ouais, mais vous avez-tu déjà fait ça? Ben oui, on a déjà fait ça. On envoie la vidéo YouTube. Il dit j'adore le concept. Puis là, ça a cliqué. Là, on était comme OK, on a toujours fait ça à notre compte. Mais même, je dois le donner à Léo. Moi, j'étais un étudiant universitaire. Il faisait ça à son compte, sur son YouTube. On peut s'associer maintenant à des plus grosses entités puis aller couvrir nos coûts. Puis quand même générer du revenu à travers la chaîne YouTube, à travers le podcast. Puis c'est là qu'est venue l'idée de OK, on fait un tour du monde. Puis on était comme c'est le World Tour Football 2025. Puis on est allé voir du foot au Japon, on est allé voir le foot au Brésil, on est allé voir le foot à Londres. On voulait aller voir le foot au Mexique, mais au final, ça s'est pas fait. Voilà. Malade, man. Dans pas long, vous allez aller voir Tommy au Mexique. Ouais, ben c'est ça. C'est ce qui manquait. On était censé aller voir Tommy au Mexique, mais tu comprends, il y a la logistique. Puis le mois où on était disponible pour aller voir Tommy au Mexique, il se faisait trade d'équipe, puis là, c'était comme compliqué. Puis il faut comprendre qu'avant, là, tous les plans que moi et Léon avait, c'est compliqué parce que j'étais à Bishop, là. Fallait que je paye mon loyer, puis tout. Fait que c'est quand j'ai gradué qu'on était comme, OK, là, on a comme un... On a le temps. Ouais, on a comme un petit genre 6 mois, on tente tout. Puis après, on utilisera tout ce qu'on a filmé, puis on leveragera pour des jobs, pour des sponsors, pour des... voilà. Fait que... Aïe, c'est fucking sick, man. Thanks, man. Je prends les notes, là. C'est vraiment hot. Ça, c'est... Pour être dans ce monde-là aussi, c'est voilà, c'est la façon comment qu'on le fait. Puis j'en avais beaucoup parlé avec Didier, ça... À l'extérieur du podcast, on avait parlé beaucoup de tout ça, puis il m'avait conseillé sur certaines choses, puis c'est cool même de voir comment vous l'amenez, comme différentes perspectives. C'est quoi votre stratégie à vous? Parce que, tu sais, veut pas, c'est notre vie aussi. Là, je parle, on veut vivre de ça, c'est le fun, on aime ça. Pourquoi pas essayer de rendre ça rentable, puis en même temps d'avoir du fun, puis de continuer à créer encore plus du meilleur contenu. C'est vraiment hot. Moi, les histoires de one-on-one, tout ça, moi, j'avais en tête de faire un camp. Là. Ouais. Mais on s'en jasera, mais moi, je suis intéressé. Si jamais vous voulez collaborer ou whatever, absolument. Là, on pourrait faire de quoi. Puis, si vous voulez faire de quoi de big, moi, je suis un gars qui aime en faire big. Fait qu'on pourrait essayer. Je sais que notre premier, c'était genre 1000$ au gagnant. Exact, on a donné 1000$ au gagnant, les deux. Celui en France et celui à Montréal. Ouais. Vraiment sick. Mais là, tu sais, on pourrait essayer, on va essayer. En tout cas, j'ai plein d'idées, on s'en jasera de ça. Absolument. Je suis vraiment ouvert à ça. J'aimerais vraiment à ça participer. En tout cas. OK, on s'en reparle, absolument. Le football vous en est, mais tu sais, tu as fait ton World Tour. Ouais. Ça t'a permis d'aller voir Benjamin Saint-Just, que tantôt tu as cité, là, qui était qui est un de tes bons amis. Puis tout ça, vous avez fait un podcast avec, by the way, était vraiment, vraiment très intéressant. Merci. Je trouve que vous avez touché des bons points. Je ne reviendrai pas sur le podcast avec Ben. Il est sur votre chaîne YouTube, tout ça. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que vous avez appris de lui? En fait, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que des gens comme Benjamin Saint-Just, pourquoi ils sont là? T'sais, oui, il y a le talent, il y a plein de choses, mais moi, je pense que ça va au-delà de juste être bon. Il y a une raison pourquoi ces gars-là, ils font partie de la NFL, qui jouent en plus puis qui sont starters. Qu'est-ce qu'eux font de différent de la majorité des athlètes qui se rendent pas, mettons, ou qui peuvent être dans la NFL, mais qui sont sur l'équipe de pratique, disons. Ouais. Mon opinion là-dessus, premièrement, il y a des trucs tangibles. Premièrement, Ben, il avait un talent extraordinaire, football. Ça, c'est clair, net et précis. Même si ça s'est développé plus tard. Hein. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, c'est drôle aujourd'hui, là, il y a des gens, moi je trouve ça drôle, qui aiment dire, ouais, moi quand j'étais à Curie-Antoine Labelle avec Ben, là, c'était mon backup. On a parlé de ça avec Ben sur le podcast. Il a dit, au CG, c'était même pas Ben le meilleur début de l'équipe, c'était moi. Là. Bon, OK. Mais Ben avait un talent, ça c'est clair. En plus de ça, Ben avait les intangibles. Ben est 6'3", il est longiligne, il n'y a pas de grande matière grasse, il a des longs bras, des longs segments, il court très vite. Donc, déjà, une habilité physique qui fait du sens, OK? Les mensurations qui font du sens. Et là, ensuite, c'est là qu'il faut ajouter l'obsession pour le football. Ben, il capote sur le foot. Il check tout. Genre, il check tous les receveurs, comme c'est un student of the game, mais réellement. Puis ensuite, un work ethic exceptionnel. Ben, il nous expliquait que quand il a commencé à faire ses camps, là, pour aller commencer à avoir du recrutement aux États-Unis, il y a du monde à Montréal qui le niaisait. T'es même pas le meilleur joueur à Curie. T'es même pas le meilleur joueur à CVM. Pourquoi tu vas faire des camps aux États-Unis? Tu te prends pour qui?
commence par être le meilleur joueur ici avant de rêver grand. Sauf que Ben, son père, avait une vision aussi, puis il a poussé derrière lui, c'est aussi l'écosystème autour de toi. Mm-hmm. Et il est allé faire le camp Rival, si je dis pas de bêtises, Under Armour, là, je vais pas foirer son histoire. C'est bien documenté, on a fait 2 podcasts avec lui. Et le premier documente vraiment cette histoire-là, mais il est allé faire les camps aux États-Unis malgré que c'était pas une star encore au Québec. Puis au final, c'est le camp à Michigan où c'est Jim Harbaugh, ou c'est Jim. Oui, Jim. Jim Harbaugh qui lui donne sa première offre. Sa première offre aux États-Unis, c'est le Jim Harbaugh à Michigan. Fait que c'est malade, ça. Fallait que lui, il croie en lui, malgré que toutes les ressources, tous les gens crédibles autour de lui à ce moment-là disent non. Puis au final, c'est Jim Harbaugh qui est beaucoup plus crédible que tous ses coachs. Vraiment. Qui dit non, toi, tu peux jouer NCAA. Puis même là, il y a eu de l'adversité. Il arrive à Michigan, ça se passe pas comme il voulait, après une couple d'années. Il le force. Au final, la medical retire. Michigan a dit, garde, on veut plus te donner d'offre, là, au final, après quelques années. Puis là, il se dit, tu sais quoi, I bet on myself again. Il part à Minnesota, il fait 1 an à Minnesota. De là, il se fait inviter au Senior Bowl. Il domine le Senior Bowl. De là, il part à Washington. Il commence à avoir une carrière exceptionnelle. Il y a un dip year. Le monde commence à l'insulter sur les réseaux sociaux. Ça il dit, go back to Canada, là, l'an dernier, là, avec Washington. Il dit, ouais, il signe un prove-it deal avec les Chargers. Ça s'est super bien passé. C'est ça. Ça prend les intangibles que j'ai nommés tantôt. Puis en plus de ça, le work ethic exceptionnel. En plus de ça, une confiance en soi que personne a. En plus de ça, un écosystème. T'as pas besoin que tout le monde croie en toi, mais si ton papa, il te pousse, ça aide, ou ta maman, ou ta soeur, on s'en fout. Là. Tout ça ensemble, avec un peu de chance, parce que tu peux te blesser, ça crée un joueur NFL. Puis, Ben, en plus de ça, je pense pas que ça aide, mais je tiens à le dire, c'est une excellente personne. Ben, je le connaissais pas, ni d'Adam, ni Dev. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai grandi, on n'a pas d'amis en commun. Puis, un des premiers guests qui a dit oui à Sans Stress, il a dit, tant que vous venez ici, puis moi, puis Léo, faut pas nous dire ça. Tant qu'on est... Moi, puis Léo, one thing about moi, puis Léo, c'est on rentre dans un avion, on s'en fout. Là. J'avais $200 d'économie en tant qu'étudiant. Si le vol coûte $200, je rentre dans le vol. Et on est allé voir à Washington, puis il nous l'a dit après le podcast à Washington, il a dit, il y a tellement de monde qui me demande d'être sur un podcast. Je suis le joueur québécois à NFL. Là. Maintenant, il y a d'autres gars, Mathieu Bergeron, etc. Mais à ce moment-là, c'était lui. Vous êtes les seuls qui se sont déplacés. Les premiers gars qui ont dit, on rentre dans un avion, on arrive. Puis de là, on a développé une relation. Puis pour de vrai, Ben, je suis tellement chanceux de dire que quand j'ai une idée, il m'écoute. Ça veut pas dire qu'il dit oui, mais juste le fait que j'ai un joueur NFL, que si j'ai une idée, il dit OK, ouais, laisse-moi l'écouter. Fait que quand on part au Brésil, puis on est dans sa chambre d'hôtel, puis on fait 3 vidéos en collaboration avec NFL Canada, ouais, NFL Canada a eu l'idée, mais au final, j'en parle à Joël Soucy, dont je te parlais, qui était le receveur avec Sheriff CVM, qui lui en parle à Ben, puis Ben est comme ouais, si vous venez au Brésil, on le fait. C'est ça, c'est. Fait que, wow! Ouais. Puis pour revenir à. Excuse, je suis un crossover. Ben, c'est pour ça, à mon humble avis, qui est en NFL, mais aussi la raison pourquoi moi, puis là, on a des accès qui ont l'air bizarres et privilégiés, c'est qu'on a l'audace de demander, mais quand on demande à quelqu'un, on fait aussi genre le travail. On dit pas, hey, on peut-tu avoir une opportunité? On est comme, hey, regarde, on pense qu'ici, il y a une opportunité, puis toi, t'as rien à faire, on va juste le faire. Juste dis-nous oui. Puis là, quand tu arrives avec le package deal au monde, des fois, ils se disent, OK, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Là, tu prouves que tu l'as déjà fait, là, ça fait effet boule de neige. Puis quand je dis à RDS, hey, payez-moi 1/3 du prix de votre équipe de production, puis je vous donne un truc que vous allez mettre à la télé, peut-être je suis fou de le proposer à RDS, mais peut-être ils font OK, vas-y. Puis là, ils se disent, je sais même pas si ça va marcher, je sais pas. Puis au final, ça marche, puis après, ils le diffusent à la télé, puis après, moi, j'utilise cet extrait à la télé pour aller me chercher un autre gig. Parce que regarde, j'ai passé sur RDS, puis là. Fait voilà. Merci, Nick, man. De rien, merci à toi, man. D'être venu, man. J'apprécie. Folle discussion, c'était fucking sick. Merci à toi, frérot, vraiment. J'ai l'impression d'avoir trop parlé, là. Mais tu poses des vraiment, vraiment bonnes questions, puis j'ai vraiment apprécié.